Le ciel vire au rouge sang, planant au-dessus d'un bâtiment en ruine. La poussière remplit l'air alors que des pas résonnent dans les couloirs vides. Un groupe se précipite désespérément dans le couloir. Le chef, Shin, crie de fermer la sortie. Derrière eux, des créatures grotesques surgissent, les empêchant de fermer la porte. Shin commence à se demander quoi faire car ils sont trop nombreux. Un monstre s'approche, leur faisant réaliser qu'ils devront se battre. Il commence à cracher sur eux, les laissant choqués et se bousculant de peur. L'attaque déchire le couloir. Shin ordonne à l'équipe de les repousser et ils se préparent à l'impact. Une horde massive charge, remplissant le passage. Shen mord le seau d'une grenade, puis il la lance vers un lanceur. L'acier rencontre la chair alors qu'il frappe. Ils parviennent à les repousser et à sceller la barricade. Une explosion déchire le couloir juste après. La fumée envahit, incitant Shin à demander s'ils ont réussi. Toussant à cause de la fumée, l'un d'eux aperçoit leur salut. Une chambre lumineuse se révèle devant eux, avertissant qu'il reste 2 minutes avant que la zone ne se ferme. Les yeux de Shin scintillent d'espoir, sachant qu'une maison de sécurité signifie que le paysage est dégagé. La grande catastrophe a commencé il y a 5 ans, lorsque des zones spéciales sont apparues aléatoirement partout dans le monde. Ces zones sont complètement détachées du reste du monde. À l'intérieur, des vagues interminables de zombies piègent les humains, et ce n'est qu'en accomplissant des missions à l'intérieur des tours et en atteignant des maisons sûres que les gens peuvent s'échapper vivants. Ceux qui échouent sont condamnés à se transformer en les monstres mêmes qu'ils craignent, ce qui a entraîné la transformation de 80% de la population. Les survivants s'adaptent, leur seul choix étant de combattre et de devenir plus forts dans les zones mortelles. Les plus forts visent à nettoyer toutes les zones jusqu'au 100e niveau pour obtenir plus de pouvoir et de récompenses. Maintenant, pour la première fois, une zone de niveau 100 se révèle et Shin se tient au bord de l'épreuve finale. Avec 5 compagnons talentueux à ses côtés, il croit que la victoire est à portée de main. S'ils réussissent, Shin deviendra le premier à réaliser le premier grand chelem. Shin se pousse en avant jusqu'à ce qu'un monstre apparaisse à côté de lui. Il se tourne avec des yeux écarquillés. Il ordonne à son équipe de reculer, reconnaissant la menace. Le monstre fait son entrée devant eux. Un choc parcourt le groupe lorsqu'il réalise qu'un tel monstre garde la maison de sécurité. Ses yeux rouges brillent d'une intention meurtrière. Ce n'est pas un ennemi ordinaire, mais un gardien comme aucun autre qu'ils ont affronté. Mais ils doivent la vaincre pour atteindre la sécurité. Shin demande une vérification de l'inventaire. Il ne reste qu'une poignée de potions, 5 de rapidité et 1 de puissance. Shin commence à élaborer un plan où il attirera l'attention de l'ennemi pendant que les autres utiliseront la rapidité pour la retenir. Le monstre charge et Shin se précipite et boit la potion de puissance. Un goût amer frappe sa langue, remarquant que cela semble incorrect. Le monstre bondit avec des griffes acérées et les yeux de Shin s'écarquillent de choc alors que son corps s'affaiblit au lieu de se renforcer. Ses statistiques chutent, montrant sa force réduite de moitié. Il lutte contre la force qui le cloue. Puis la réalisation se fait que ses camarades ont échangé les potions. L'un d'eux se stabilise et déclare que c'est leur tour. Ils avalent leur potion de hâte supérieure, leur agilité augmentant pendant 20 secondes. Avec une vitesse renouvelée, le groupe charge ensemble. Shin lutte contre les coups, toujours confus à propos de la potion de faiblesse. Son camarade révèle que ce n'était pas une erreur puisqu'ils l'ont planifié délibérément. Il se précipite et dit que tant que Shin est sacrifié, les autres peuvent passer en sécurité. Il le dépasse en l'appelant rien de plus qu'un tremplin pour obtenir plus de récompenses. Le corps de Shin cède, sa force disparaissant complètement. Le compte à rebours s'écoule. Il ne reste que quelques secondes alors qu'il l'abandonne. Son camarade se moque de lui, disant qu'il répandra la nouvelle que Shin est mort bravement pour eux. Shin le fixe, promettant de le tuer de ses propres mains après s'être transformé en zombie. La rage monte dans la poitrine de Shin alors qu'il hurle, mais le monstre le déchire, son corps s'effondrant sous la force. Des questions résonnent. Est-ce vraiment ainsi qu'il va finir, jeté comme un chien? La pensée brûle alors qu'une autre attaque le transperce. Le système déclare que la résolution de la zone est en cours alors qu'il s'agenouille en défaite, maudissant le destin de mourir en zombie après s'être battu si durement. Il fixe sa main alors que l'infection se propage. Il refuse d'accepter une telle fin, jurant vengeance. Même s'il perd son humanité, il promet de tuer ceux qui l'ont trahi. Son corps sombre dans les profondeurs alors qu'il se demande s'il s'agit de la transformation en zombie ou de l'extinction de sa conscience. Il maudit sa faiblesse, incapable de faire même un dernier effort. Le regret envahit ses pensées, qualifiant sa vie de pathétique et lui-même de perdant. Un son étrange perce l'obscurité, le ramenant en arrière. Soudain, un pied le frappe. Il lève les yeux et se retrouve dans une cour d'école. Il reconnaît un tyran du lycée, Masa, réclamant de l'argent. Des murmures se répandent dans la foule tandis que Shin peine à comprendre ce qu'il voit. Un élève à côté de lui tremble, admettant qu'il n'a pas d'argent.
Massa s'approche, menaçant l'élève de voler s'il le faut ou d'être battu. Shin commence à regarder autour de lui. Il réalise qu'il est sur le toit où il était souvent harcelé au lycée. Il se demande si c'est sa vie qui défile devant ses yeux, mais la douleur est bien trop réelle. Massa crie et l'élève désigne Shin, convaincu qu'il doit cacher de l'argent. Shin est encore confus par tout ce qui se passe, mais il a conclu qu'il est revenu à une époque avant la catastrophe. Shin demande alors la date d'aujourd'hui, ce qui déroute Massa. Il se retourne et se moque de Shin. Massa insiste pour que Shin arrête de faire semblant et exige qu'il remette ses affaires. Avant qu'il ne puisse faire une autre demande, le poing de Shin frappe son visage. Son coup envoie Massa voler au loin. Du sang gicle alors qu'il se lance sur eux, les yeux flamboyants de fureur. Les amis de Massa crient son nom avec inquiétude. La foule pousse un cri de surprise, incrédule que quelqu'un ait osé frapper Massa. Les yeux s'écarquillent alors que la tension se répand. Shin se stabilise, les avertissant de ne pas lui faire perdre son temps et de répondre rapidement. Il réalise que sa force de sa vie passée a été conservée, jurant qu'il ne finira pas perdant cette fois-ci. Massa est un élève de 3e année qui règne sur l'école comme un tyran et extorque de l'argent comme si c'était une routine. Même les enseignants évitent de le confronter à cause de son lien avec les Yakuza. Shin réfléchit amèrement qu'il a toujours été une cible privilégiée depuis qu'il a perdu ses parents et qu'il travaillait à temps partiel. Le souvenir de devoir apporter de l'argent revient. Peu importe l'excuse qu'il donnait, la foule entoure toujours Massa, agissant comme des spectateurs chaque fois qu'il s'en prend à quelqu'un. Tout à l'heure, Massa l'a attrapé par le cou et a exigé une réponse. Mais maintenant, c'est au tour de Shin d'exiger une réponse. Les autres murmurent, incrédules, en regardant. Massa appelle ses compagnons pour l'attaquer, mais Shin reste debout, impassible. Il contre la première attaque avec aisance. Les autres s'arrêtent, peinant à croire ce qu'ils ont vu. Shen s'était entraîné sans relâche pour le monde apocalyptique. D'innombrables nuits avaient passé sans qu'il ne puisse jamais se reposer correctement. Il se souvient combien de fois il s'était arraché à la mort elle-même. L'un d'eux charge sur Shen de manière imprudente, le traitant d'arrogant. Shen affronte l'attaque de front, assénant un coup de poing à son visage. Il réfléchit à la trahison de ses camarades qui l'ont laissé pour mort. Il réalise que de tels humains sont encore plus terrifiants que les zombies. L'homme tremble, demandant à Shin de ne pas s'approcher. Mais Shin réduit la distance, pensant qu'il refuse de laisser passer une opportunité. Shan bloque un autre coup en promettant de ne pas répéter les erreurs de sa vie précédente. Shan attaque le garçon par derrière, provoquant un cri de sa part. Massa chancelle, stupéfait que le faible devant lui soit devenu méconnaissable. La détermination brûle dans les yeux de Shen alors qu'il jure de leur faire payer plus qu'ils ne l'ont jamais fait pendant l'apocalypse. L'autre étudiant murmure derrière, choqué par la force de Shin. Massa se convainc que cela doit être un coup de chance, se préparant à le prouver d'un seul coup. Il se jette de toutes ses forces, visant à terminer, mais l'attaque est arrêtée sans effort, le laissant figé d'incrédulité. Shin arrête l'attaque avec un seul bras. Massa réalise que les yeux de Shin ne montraient aucune peur, mais une soif de sang écrasante à la place. Pour la première fois, Massa ressent les premiers frissons de la peur. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, Shin lui donne un coup de pied au visage. Massa ferme les yeux de douleur en retombant au sol. La foule regarde avec incrédulité, murmurant de peur, en réalisant qu'ils pourraient être les prochains. Shin se tient au-dessus de Massa, remarquant à quel point il s'est évanoui facilement avant de répondre à sa question, même avec une puissance incomplète. Se retournant, Shin se demande où sont passés les autres. L'autre élève bouge lentement, mais Shin le remarque et l'appelle. Shin lui demande où il va, le faisant se figer de peur. Le garçon balbutie une excuse, prétendant qu'il doit aller en cours. Les yeux de Shin se plissent, réalisant qu'il a encore une affaire à régler. Quelques instants après, il découvre la date et se souvient que des zones spéciales apparaîtront dans environ un mois. Shin est assis en classe, réfléchissant au fait que seulement 30% de son pouvoir a été transféré. Sa prochaine étape est de rassembler des fournitures de survie jusqu'à ce qu'il réalise quelque chose. Il tente sa chance, appelant son inventaire à s'ouvrir et un écran apparaît devant lui. Un soulagement l'envahit en réalisant que son inventaire a été conservé, bien que son niveau ait été réinitialisé. L'apocalypse a commencé avec l'apparition de zones spéciales à travers le monde. La société s'est effondrée presque instantanément car l'humanité n'a pas pu résister à la terreur. La survie est devenue le plus grand défi, les ressources plus rares que jamais. Parce que les ressources devaient être stockées en sécurité, tout le monde était obligé d'utiliser des inventaires. Les biens acquis ne pouvaient être sécurisés que par ce système, à l'exception des êtres vivants. Dans sa vie passée, il avait agrandi son inventaire et maintenant, il est revenu au niveau 1. Mais pour lui, c'est plus que suffisant. Il pense à son prochain mouvement, ayant surtout besoin d'argent pour sécuriser rapidement des ressources. Avec tout ce qu'il a et tout ce qu'il prévoit d'obtenir, il croit pouvoir croître à un rythme étonnant. La détermination emplit ses yeux alors qu'il déclare qu'il n'est plus la personne qu'il était avant. Il promet de se venger de ceux qui lui ont fait du tort. Ailleurs, des Sakuri and Arise sur Ice.
Un homme est battu sans pitié dans la rue. Un voyou avec une batte sourit, disant que la victime s'est évanouie trop tôt. Depuis l'ombre, Hugo ordonne froidement de verser de l'eau sur l'homme inconscient et de continuer. Un autre homme s'approche, rapportant à leur chef que Masa n'a pas réussi à collecter la taxe de protection. Il le salue nerveusement, meurtri et bandé. Un poing brutal le salue à la place, le faisant vaciller en arrière. L'homme le maintient en place, lui demandant de se tenir correctement. L'homme le regarde avec une déception évidente. Il fulmine alors qu'on lui tend une batte. Il chancelle de peur. Alors que la batte s'abat, Masa crie que tous ses camarades ont été vaincus par un seul garçon. Il ferme les yeux, anticipant avec peur. L'homme grogne, demandant pourquoi il reste là, et lui ordonne d'amener le responsable. Son regard furieux garantit que la cible sera battue au-delà de toute reconnaissance. Shin est assis en classe tandis que les élèves discutent de leur projet après l'école. Il se souvient de mémoire du soutien de Masa. Hugo était un joueur de baseball professionnel et un cogneur connu pour sa vitesse de swing incroyable. Mais avec un mauvais tempérament, il recourait souvent à la violence quand les choses n'allaient pas dans son sens et finissait par être expulsé. Ce moment l'a rendu un délinquant craint dans le milieu. Plus tard, il commence à descendre les escaliers. Des pas s'approchent alors que son camarade de classe essaie de le rattraper. Il l'appelle, essayant d'arrêter Shin dans sa course. Il l'avertit que le gang de Masa attend à l'extérieur des portes de l'école. Les étudiants qui passent chuchotent, curieux de la situation. Certains reconnaissent son état battu et se demandent qui était son adversaire. Masa regarde droit devant et aperçoit Shin. Son camarade de classe demande quoi faire maintenant qu'ils sont repérés. Il l'ignore, disant qu'il rentre chez lui tandis que son camarade panique. Mais il s'en fiche car il doit se préparer pour plus avant que les zones n'apparaissent. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, un homme l'appelle à venir. Il les regarde, réalisant que des alliés seront nécessaires même s'ils viennent du cercle de Masa. En partant, les étudiants chuchotent qu'il est aussi bon que mort pour avoir provoqué Masa. Son camarade de classe serre les dents en s'inquiétant pour lui. Plus tard, le gang escorte Shin vers Hugo, mais il savait que le plan avait déjà pris forme au moment où il a frappé Masa. Il se tient maintenant devant Hugo, reconnaissant son visage notoire. Shin se rappelle que l'excès de confiance peut causer des problèmes. Hugo remarque son calme. Masa ricane, affirmant que son calme n'est qu'une façade pour masquer la peur. Il menace qu'il ne pourra pas rentrer chez lui s'il ne supplie pas pour obtenir le pardon. L'un d'eux s'approche, chuchotant le prix à payer pour les avoir défiés. Avant qu'il ne puisse finir, un poing s'abat directement sur son visage. Le choc suit immédiatement. Un autre attaque par derrière, balançant une batte de toutes ses forces. Shin esquive le coup, puis il lui donne un coup de pied qui le fait trébucher. La batte tombe à ses pieds. Derrière, un homme imposant se profile. Sa prise massive immobilise Shin, les bras serrés. Les autres se préparent à la frapper, visant à briser son corps pendant qu'il est retenu. Mais dans la lutte, il renverse la batte et l'enfonce dans le visage de son ravisseur. L'homme hurle de douleur alors que Shin attrape l'arme en plein vol. Un autre voyou frappe de rage seulement pour être bloqué et contré. Shin se précipite rapidement. Puis il donne un coup de poing directement au visage de l'homme. Son regard s'aiguise alors qu'il perçoit un mouvement. Un coup arrive rapidement, la batte dirigée directement vers lui avec toute sa force. Il commence à applaudir, croyant que le coup a touché, mais Shin en sort indemne, levant son sac à dos ayant bloqué le coup à courte distance. La surprise se lit sur le visage de l'homme lorsqu'il réalise que son attaque a été arrêtée. L'instant suivant, Shin riposte avec un coup de pied dévastateur qui fait tomber l'homme au sol. Masa se fige, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Il se demande comment Shin a réussi à battre tout le monde instantanément. Masa serre les dents, s'interrogeant sur sa force soudaine, mais il croit que la rage de Hugo peut le faire taire. Hugo commence à s'approcher à pas lourd. Les deux se font maintenant face directement, la tension emplissant l'air. Un coup descend à une vitesse mortelle, mais Shin esquive avec aisance. Hugo serre son arme plus fort, puis il appuie davantage, mais son coup ne rencontre que de l'air. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité. Shin lui porte un coup, mais il se repousse pour esquiver. Hugo le fixe, reconnaissant la force du garçon alors qu'il se demande s'il est vraiment juste un lycéen. Avant qu'il puisse se ressaisir, Shin s'élance en avant à une vitesse fulgurante. Ses yeux brillent, se moquant de lui pour avoir laissé plusieurs ouvertures. Il assène un coup brutal directement au visage de Hugo. Il hurle de douleur en s'écrasant au sol. La mâchoire de Masa tombe alors qu'il tremble de peur. Il se précipite vers Hugo, paniqué. Hugo a du mal à croire qu'un lycéen puisse posséder une telle vitesse et une telle puissance brute. Depuis le sol, il regarde en haut, confus. Il réalise que Shin ne les a jamais considérés comme quoi que ce soit dès le début. Il se rétracte, disant qu'il se retire et offre Masa et l'endroit. Le regard de Shin se durcit alors qu'il rejette tout intérêt pour le lycéen. Au lieu de cela, il montre clairement que son véritable objectif est lui, laissant Hugo ébranlé. Plus tard dans la nuit, il fait face à Haru, qui se moque de lui pour s'être fait battre par un lycéen. Il ignore ses piques et insiste, désespéré de savoir s'il acceptera le travail. Haru sourit, affirmant que c'est un travail simple, mais exige un tiers de son territoire comme paiement. Hugo s'offusque de la demande, mais Haru se moque de lui, soulignant son désespoir.
Hugo se demande quelle est la signification plus profonde derrière la négociation du garçon. Il serre les poings, mais finit par accepter et insiste pour que cela soit fait ce soir. Haru se tourne, confus, en entendant une demande de quitter le salon privé. Un homme commence à expliquer qu'un gamin intrépide a fait irruption. Shin entre dans le bar, disant qu'il cherche une personne. La mâchoire de Hugo tombe, se demandant pourquoi il connaîtrait cet endroit. Shin baisse sa capuche et dit qu'il est venu sur les ordres de Hugo. Dans sa chambre, il entraîne son corps sans relâche. La sueur coule alors qu'il se pousse à travers des exercices éprouvants. Conscient de sa faiblesse persistante, il se souvient du combat contre le gang et admet que son corps ne peut pas encore suivre. Les heures passent et il s'effondre au sol, se rappelant que la transformation physique prend du temps. Mais le vrai problème se trouve au bar. Haru le regarde, disant qu'il n'aime pas la façon dont il est juste entré. Hugo essaie de le prévenir, mais Shin continue et explique que sur les ordres de Hugo, il a dégagé tout le monde à l'extérieur, ne laissant que cet endroit. Haru ordonne que les images de surveillance soient montrées. Quand il voit les écrans, ses yeux s'écarquillent à la vue des corps déjà à terre. Un homme s'avance et demande s'il est vraiment derrière tout ça. La panique s'installe alors qu'Hugo réalise qu'il pourrait être dans de sérieux ennuis. En un instant, Haru se jette sur lui, mais le verre qu'il tient se brise. Il le regarde, confus. Il se tourne vers Shin, se demandant comment il a pu réagir si vite. L'ordre est donné de le saisir, et les hommes bougent immédiatement. Haru soupçonne Hugo d'avoir engagé le garçon pour le tuer. Il balbutie, disant que c'est un malentendu. Un autre homme le maintient en place par derrière. Hugo dit à Haru que le garçon est celui qu'il a écrasé plus tôt, mais Haru dit qu'il se soucie plus de tuer Hugo puisque cela lui accorderait tous ses biens. Hugo attrape le bras de l'homme par derrière. Il le jette vers la table et jure qu'il ne mourra pas ici. Il sait que ces mots ne vaudront rien, surtout dans cette situation. Il décide de s'échapper, bien qu'il ne puisse s'empêcher de se demander ce que le garçon prévoit vraiment. Les gardes commencent à se précipiter vers Shin. Il en attrape un par le col. Il le pousse violemment vers l'autre. L'homme tremble en reculant, mais Shin jette l'homme juste devant et enfonce son poing dans les deux. Il trébuche contre les tables. Haru regarde avec incrédulité, se demandant qui est vraiment ce garçon. Shin ajuste sa casquette, comme si de rien n'était. Plus d'hommes se rassemblent, criant qu'il doit être terminé rapidement. Puis la foule se précipite. L'un d'eux se jette en avant, mais Shin parvient à esquiver. Il le frappe au visage d'un coup rapide. Un autre tente de porter un coup, mais est abattu dans la même seconde. Deux hommes le maintiennent en place. Un autre se précipite en criant que c'est fini. Shin fait glisser l'homme tombé sur le sol. L'homme trébuche sur le corps en se jetant. La bouteille se brise contre la tête de son camarade. Des éclats se dispersent devant sa jambe. Shin écrase violemment le pied de son agresseur. L'homme hurle de douleur, alors que Shin donne un coup de coude à un autre. Sans hésitation, il frappe, les coups s'enchaînent. Haru se fige, peinant à croire qu'il a déjà mis à terre presque tout le monde à lui seul. Il devient inquiet, pensant qu'il pourrait lui aussi ne pas s'en sortir. Shin se retourne à un bruit surprenant. Il jette un coup d'œil sur le côté, apercevant une arme tombée au sol. Hugo renverse l'arme dans la main de Haru. Hugo le regarde fixement, insistant sur le fait qu'il ne permettra pas qu'une arme à feu soit utilisée contre un enfant. Haru réplique avec frustration, l'avertissant de ne pas interférer. Hugo sait que la situation ne changera pas même si le garçon meurt. À cause de cela, il rugit et frappe avec l'intention de tuer. Il serre le poing, incapable de croire qu'un lycéen l'a mis dans cette position. Il maudit la situation, réalisant que sans Shin, ses propres chances de survie sont nulles. Il balance son poing vers Haru. Le coup atteint sa cible, le renvoyant en arrière. Le pistolet sur le sol attire l'attention de Haru. Il s'en empare avec rage, visant droit devant. Hugo jure. Haru rit et se moque que deux personnes assez folles pour le combattre vont maintenant tout perdre. Il crie qu'il possédera le territoire de Hugo juste au moment où Shin se lance avec un coup de pied. Hugo s'affaisse, regardant le chaos laissé derrière, et repense à comment le gamin a réussi à abattre tout le monde. Il lève les yeux, confus, alors que Shin demande s'il est convaincu maintenant. Hugo demande pourquoi cela devait être lui, et Shin répond simplement que c'était par hasard qu'il l'a rencontré en premier. Hugo regarde autour de lui et demande à propos du désordre, et Shin lui dit d'en faire son territoire dans le cadre de sa promesse de le faire monter. Hugo hésite, inquiet qu'ils deviennent des cibles, mais se demande aussi quel est le plan. Shin dit qu'il a besoin que Hugo prenne les devants, mais il exige aussi de l'argent, lui demandant d'obtenir une grosse somme de l'organisation. Hugo est choqué par la demande. Il lève un verre, admettant qu'il a beaucoup à dire, mais finit par se résigner à l'idée que rien ne changera maintenant. Il trinque au plan insensé du garçon. Shin incline la tête, demandant s'il a oublié qu'il n'est encore qu'un lycéen. Hugo est surpris quand on lui demande s'il a de l'argent. Puis il vérifie ses poches, pensant qu'il ne s'attendait jamais à être volé par un gamin. Il remet ce qu'il a, mais Shin dit que c'est juste assez pour un trajet en taxi. Le visage de Hugo se tord lorsqu'il réalise qu'il s'est associé à un garçon qui n'a même pas d'argent pour un trajet en taxi. Shin pousse plus loin, demandant combien d'alliés et de fonds il a.
Hugo dit que Haru supervise les équipes de nettoyage et a environ 50 hommes, tous mieux entraînés et armés que ses propres subordonnés. Il lui dit qu'ils sont fournis en armes, comparés aux 30 hommes qu'il a. Shin demande des informations sur leur financement, et Hugo admet que son bas-rang fait de lui un simple pion. La plupart des fonds sont gérés par des supérieurs, et il les nomme Ren, qui gère les casinos et les boîtes de nuit, Teru, qui supervise les services de garde du corps, et leur patron, Koya, qui gère tous les fonds. Hugo se souvient que l'anniversaire du patron approche et que l'argent de tribu pour monter en grade sera déguisé en cadeau. Shin le rassure de ne pas s'inquiéter, promettant qu'il le fera monter en grade bientôt. Hugo force un rire fatigué, murmurant qu'il a presque cru que le garçon pourrait se désister. Il demande à échanger des coordonnées, mais Shin dit qu'il n'a pas de téléphone. Hugo soupire, se demandant à quel point Shin est pauvre pour ne même pas avoir de téléphone. Shin demande s'il doit rester pour nettoyer les gars inconscients. Hugo insiste pour prendre la responsabilité lui-même, promettant de garder les hommes vaincus sous contrôle. À ce moment-là, il lève les yeux alors que l'incrédulité résonne. Ces hommes arrivent, choqués par l'état de la pièce. Masa crie le nom de Shin avec incrédulité, exigeant de savoir comment il s'est retrouvé ici. Shin commence à dire au revoir, mais Hugo l'appelle pour qu'il attende. Il se tourne vers Masa et l'appelle. Il se précipite rapidement, demandant ce qui se passe. Hugo ordonne à Masa de lui donner son téléphone et il le lui remet immédiatement. Ensuite, Hugo le donne à Shin, disant que toutes les informations de contact y sont. Il refuse d'abord, mais Hugo insiste pour qu'il le prenne. Il dit qu'il ne peut pas risquer de le perdre et demande combien d'hommes il lui faut. Shin regarde fixement le bras autour de lui. Il le repousse, lui disant de ne pas trop réfléchir et de simplement suivre ses instructions. Il reste stupéfait alors que Shin s'en va. Les autres hommes commencent à se demander s'il est vraiment le camarade de classe de Masa, choqué par combien il a changé. Hugo regarde sa main, remarquant que Shin ne leur a pas complètement fait confiance. Il envoie un message à Shin, lui disant leur plan d'aller au casino demain. Les lumières de la ville s'étendent dans la nuit, tandis que la pensée de ses camarades persiste dans son esprit. Il marche dans les rues alors que les gens autour de lui s'extasient sur une autre présence. Il jette un coup d'œil aux dames avec admiration. Puis il se rappelle qu'il n'a pas besoin de camarades pour sa vengeance. Un écran géant s'illumine avec une diffusion, arrêtant tout le monde dans son élan. L'homme à l'écran se présente comme Nozo, qu'il reconnaît comme le fils d'un puissant dirigeant d'entreprise. Il se souvient comment, dans sa vie précédente, sa famille a pu accumuler des richesses en utilisant des subordonnés pour rassembler des ressources. Leurs actions sont devenues plus audacieuses à mesure que le monde s'effondrait, prenant le contrôle là où d'autres échouaient. Il sait qu'il ne peut pas affronter un tel pouvoir seul, même après être rené. Il a besoin d'une énorme somme d'argent pour la catastrophe à venir et sa vengeance. Son esprit se concentre sur les affaiblir avant de riposter. Il jure en silence, promettant de rendre la douleur au centuple. Il se tient dans la file devant le bus. Derrière lui, une femme l'appelle impatiemment pour qu'il se dépêche. Son visage se tord en une vision monstrueuse, lui disant de s'écarter. Il se fige en réalisant que c'est un zombie. Il recule en trébuchant, surprenant la femme devant lui. Il se demande pourquoi un zombie apparaîtrait alors que la catastrophe n'a même pas eu lieu. Il commence à le regarder avec confusion. Il réalise que le grand désastre a déjà commencé. L'homme les exhorte à l'ignorer et à avancer rapidement. Il se stabilise, se demandant si ce qu'il vient de voir était une hallucination. Dans sa tête, une voix étrange l'exhorte à être prêt. Il se demande d'où vient ce son, affirmant l'avoir entendu quand il est rené. Puis il lève les yeux avec de grands yeux. Il se fige en voyant une zone spéciale se former juste devant lui. Son esprit s'emballe alors qu'il se demande pourquoi elle apparaîtrait avant la catastrophe. Pourtant, personne autour de lui ne semble remarquer. Il se demande pourquoi personne d'autre ne réagit. Cette voix étrange l'appelle à nouveau, l'attirant vers la zone. Il hésite, se demandant s'il doit entrer. En regardant le visage de Nozo à l'écran, il serre les dents. Il avance sur la route, ignorant les voitures qui l'entourent. Il se tient enfin devant. Il réalise que si c'est réel, alors il y a accès un mois plus tôt que les autres. Il peut utiliser les ressources à l'intérieur pour étendre son inventaire. Des flammes rouges surgissent alors qu'il entre dans le premier niveau de la zone spéciale. En franchissant la frontière, les flammes s'enroulent autour de son corps. La barrière rouge se scelle derrière lui, le coupant de l'extérieur. Il réalise qu'il est vraiment entré dans une zone alors que des zombies commencent à l'entourer. Un écran rouge lumineux se matérialise devant lui. Choqué, il apprend qu'il s'agit d'une mission spéciale. Il doit vaincre des zombies normaux et un mutant en 1 heure, puis atteindre un refuge. La récompense est bien plus grande que tout ce qu'il attendait et il se demande si cela est lié à la voix mystérieuse qui le guide. La détermination brûle dans ses yeux alors qu'il décide de profiter de la situation. Il se souvient de sa première expérience dans la zone, quand même atteindre le refuge était une lutte. Il doit se préparer correctement cette fois.
Les zones commencent toujours à un endroit sûr, où des outils de survie peuvent être trouvés. Tout ce qui dépasse les objets de base ne peut être trouvé que dans la zone. Ils décident de tout prendre et de stocker autant que possible. Au-delà des bases, les véritables trésors sont le minerai magique et les pierres de cristal qui peuvent être échangées contre de l'expansion et de la puissance. Le minerai magique est divisé en 4 niveaux de qualité, où les zones de niveau supérieur offrent du minerai de meilleure qualité. Ces pierres de cristal possèdent des propriétés uniques utiles pour fabriquer des potions vitales pour la survie. Ces 2 trésors sont des talismans pour survivre à l'apocalypse. Une fois qu'il quitte le refuge, la mission commence vraiment. Si ce n'est pas une chose unique, alors il peut certainement accumuler 1 mois de ressources à l'avance. Il quitte la zone sûre. Il marche silencieusement. Sortir de la limite désignée efface la chance de revenir. La mission exige surtout du temps et bien qu'il ait une partie de son pouvoir précédent, la force de son corps actuel est encore limitée. Faire face à un zombie mutant n'est pas une mince affaire, donc si les choses tournent mal, son seul espoir réside dans l'atteinte de l'abri. Mais la difficulté et l'atmosphère de la zone ne sont pas identiques à ce dont il se souvient. Il s'arrête net alors qu'un bras frappe devant lui. Le zombie se jette au-delà de la paroi de verre. Il soupire de soulagement, réalisant à quel point il était proche d'être fini avant même de commencer. Celui-ci est classé comme un zombie de niveau débutant, mais sa vitesse et sa force dépassent de loin celles d'un humain normal. Une seule morsure pourrait le transformer en l'un d'eux, et le seul moyen de l'empêcher est un traitement immédiat au refuge. Alors que la créature charge à nouveau, il observe son agressivité implacable. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas mort, et les méthodes ordinaires ne fonctionneront pas pour l'arrêter. Il se concentre sur sa faiblesse, sachant où frapper. Il frappe fort, visant directement la tête. Le zombie tombe et le compteur change avec le temps qui s'écoule. Il prend un moment pour reprendre son souffle avant de continuer. Il se rappelle que les zones pour débutants cachent généralement leur maison sûre dans le chemin opposé au point de départ. En marchant, il reste prudent, économisant sa force pour le mutant qui l'attend plus loin. Le bruit de pas le rend tendu. Ses yeux s'écarquillent de prudence. Depuis la cage d'escalier, une silhouette massive apparaît. Un zombie mutant, ses bras gonflés d'une force monstrueuse, fonce vers lui. Il se prépare, confus de voir un tel monstre apparaître si tôt. Son poing se dirige vers lui. Il est immédiatement projeté en arrière. La puissance de ses coups le secoue. Sachant qu'être attrapé signifierait une mort immédiate, il se souvient comment, au début de l'épidémie, d'innombrables survivants ont été écrasés par ce genre de créature. Il esquive désespérément, reconnaissant qu'un combat direct serait suicidaire. Il se précipite à côté, désireux de changer d'endroit. Il réfléchit à quel point le zombie est plus puissant que lui. S'il peut l'attirer sur un terrain qui lui donne un avantage, il a une chance de gagner. Mais d'autres zombies se rapprochent, coupant sa route. Il jette un coup d'œil derrière lui et réalise qu'il est maintenant entouré. Pourtant, il refuse de laisser cela être sa fin. Il se précipite, les éliminant un par un, alimenté par l'humiliation de sa vie précédente. Il jure de survivre alors que le mutant se profile derrière, préparant un coup massif. Il se retourne avec un regard perçant. Sans hésitation, il se jette. Il apparaît par derrière, toujours animé par son besoin de vengeance. Avec détermination, il se prépare à frapper pour son honneur. Le zombie se retourne avec des yeux furieux. Il rencontre son plan d'attaque de front. Il le frappe en retour. Il serre les dents. Respirant lourdement, il réalise que son coup était trop lent. Même ses bras renforcés ne subiront pas beaucoup de dégâts avec l'état de sa puissance actuelle. Il serre son arme plus fort, reconnaissant à quel point ce combat sera plus difficile. D'en haut, il aperçoit une lueur faible. Il repère la maison de sécurité juste au premier étage. Il décide de s'approcher, mais avant qu'il puisse agir, le monstre charge à nouveau. Il se retourne rapidement. Il se jette vers lui avec force. Il regarde droit devant, réalisant qu'il est tombé. Il se tient tendu, se demandant si la chute a suffi à en finir. Avant que le soulagement ne s'installe, une main massive jaillit des décombres, griffant vers le haut. Il s'élance, maudissant sa persistance. Devant, il voit un groupe de zombies se précipiter. Les monstres montrent leurs dents et chargent, les yeux brillants de faim. Il se prépare et attrape l'un d'eux par le bras. Arrêtant son coup, il tord son bras derrière. Le zombie pousse un cri. Il les pousse vers les autres. Leurs corps s'entrechoquent. Ils commencent à bouger, mais il les maintient en place d'un coup de pied. Il grogne entre ses dents serrées. Puis il brandit sa hache et élimine les 3 en même temps. Derrière, le mutant se précipite. Il envoie un éclat voler droit vers lui. L'impact explose contre le sol. Il s'arrête, surpris de ne rien voir. Il regarde depuis l'étage supérieur, scrutant la zone en dessous. Ses yeux brillent de rage. Une rangée de bus abandonnés est là. À l'intérieur, il réfléchit au fait qu'il n'a que quelques bandages et une hache. Il bande ses blessures, sachant que ces objets ne suffisent pas pour accomplir sa mission. Il sait qu'il ne peut pas se permettre d'hésiter, car c'est ici que son chemin de vengeance commence vraiment. Il se baisse, décidant qu'il est préférable de se diriger vers la maison de sécurité pour l'instant. Le mouvement soudain du véhicule le fige, réalisant qu'il a peut-être été repéré.
Dehors, le mutant secoue le bus. Il commence à le pousser avec sa force. La panique s'installe alors qu'il réalise à quel point la situation devient critique. Le bus s'écrase contre un mur, serrant à l'impact. Saisissant l'instant, il sort et se prépare à frapper. Il ajuste son tir, visant une blessure déjà infligée à l'ennemi. Il tranche le bras sans hésitation. Il continue avec détermination, sachant qu'il doit grignoter petit à petit, mais il sait que son arme ne durera pas beaucoup plus longtemps. Le mutant rugit de douleur. Il sait ce qui vient ensuite, se rappelant que les mutants sur le point de mourir libèrent une puissance terrifiante. Il raffermit sa prise, se rappelant qu'il ne peut utiliser qu'un seul bras maintenant. Il tranche l'autre bras, visant à l'enlever aussi, mais il intercepte le coup, puis il le repousse violemment d'un coup de pied. Il commence à s'approcher furieusement. Il piétine son bras. La douleur le transperce, constatant que son coup n'a rien fait au mutant. Il déplore l'occasion alors qu'il lutte pour bouger. Le mutant le domine alors que la panique s'installe. La réalisation le frappe que s'il est mordu, il partagera le même sort qu'avant et deviendra un zombie. La frustration l'envahit alors qu'il se demande pourquoi il se retrouve à nouveau dans la même situation, malgré ses efforts désespérés pour survivre. Dans son esprit, cette voix étrange résonne à nouveau, l'incitant à se venger. Soudain, il remarque que ses blessures commencent à guérir. Le monstre rugit en chargeant. Il parvient à l'éviter. Il s'enfuit, toujours en tenant son arme. Il regarde sa main, stupéfait de ne pas s'être transformé malgré le virus. Il se demande si c'est lié à cette voix mystérieuse. Il se précipite à nouveau vers lui et il se prépare. Il s'arrête en réalisant quelque chose. En regardant le zombie, la reconnaissance lui vient. Il frappe juste au moment où il se précipite. Il commence à reconstituer ses souvenirs concernant la voix. Elle appartenait à Taylor, le terrifiant zombie de niveau 5 de sa vie passée. Il se rappelle les derniers instants de sa défaite lorsque le domaine s'était effondré. À ce moment-là, il aurait dû mourir et se transformer, mais quelque chose d'étrange l'a ramené. Il réalise qu'elle pourrait être avec lui. Il sait que c'est impossible, mais il n'y a pas d'autre explication. Elle a dû entrer en lui avant que le domaine ne se brise et revenir avec lui dans ce monde. Cela explique son immunité au virus et ses capacités de guérison. Il serre les dents, se demandant s'il est encore humain. Le mutant charge à nouveau avec un coup de pied. Il ancre ses pieds au sol en affrontant le mutant de front. Il commence à reconnaître que sa survie est due à son ennemi juré de longue date, un zombie. Le visage de Nozo lui revient en mémoire. Il prépare son arme, son attention concentrée uniquement sur la vengeance. Il rugit sa détermination, offrant même son corps pour la cause. L'arme rencontre le poing du mutant. Un coup puissant traverse le champ de bataille. Il vacille sous l'attaque, son corps déchiré. Utiliser le pouvoir du zombie peut accélérer son plan de vengeance. Ses yeux se plissent alors que ses pensées de vengeance l'envahissent. Plus tard, un zombie tombe au sol. Épuisé, il respire lourdement. Il atteint enfin la maison sûre et au-delà se trouvent les dépouilles de la guerre. Il y entre et le portail l'aspire. De l'autre côté, il trouve un coffre devant lui, comme avant. Il tend la main, réalisant à quel point tout est réel. Il hésite mais s'approche. Il ouvre le coffre et y trouve un cristal lumineux. Il le prend et le reconnaît comme une pierre magique pour débutants. Il confirme que les récompenses sont vraiment 5 fois plus élevées que d'habitude. Il se demande s'il peut utiliser les objets de la même manière qu'avant. Il active le système, essayant d'augmenter son inventaire avec les pierres. La grille s'étend devant ses yeux avec plus d'espace débloqué pour lui. Le domaine s'efface et il se retrouve à l'extérieur. Comme il s'y attendait, les pierres magiques sont utilisables, rendant les prochains mois plus importants. Il remarque que l'augmentation de ses statistiques est également 5 fois plus élevée que la normale. Il examine le cristal dans sa main, sachant qu'il contient des traces du virus zombie. Il soupçonne qu'il pourrait être raffiné en quelque chose d'utile, mais s'il est mal manipulé, il pourrait transformer les humains en monstres. Ses pensées sont interrompues par des voix. Devant lui, un homme essaie de coincer une fille. Il jette un coup d'œil au cristal dans sa main. Une idée le fait sourire. Il s'approche d'eux, puis il le bouscule en marchant. L'homme crie, lui disant de faire attention où il va. La fille en profite pour se libérer et courir. Il jure, se demandant s'il devrait simplement boire à nouveau. En s'éloignant, il se plaint que la boisson a un goût étrange. Le lendemain, une foule se rassemble dans la ruelle, chuchotant à propos d'une personne morte. Une voiture de patrouille arrive sur les lieux. 2 médecins sortent, déjà fatigués d'avoir été appelés si tôt. Un officier les salue, expliquant que c'est la première fois qu'ils rencontrent un tel cas. Elle exige de voir le corps, seulement pour se figer en le voyant. Le cadavre est grotesque, rien à voir avec une mort ordinaire. Le médecin senior, Kiru, le rejette comme un accident, citant une intoxication alcoolique comme cause.
Le regard de la femme médecin s'attarde sur le cadavre étrange. Sa main s'approche. Kiru l'appelle alors qu'elle examine le sang qu'elle a touché. Elle suggère de prendre un échantillon de sang, mais il refuse fermement. Il lui rappelle de ne pas se mêler car elle est encore en formation. Il passe les bandes et demande à la foule de lui faire place. Elle le suit, insistant que c'est une autre histoire. En passant devant Shin, elle dit qu'un témoin a mentionné une petite querelle entre l'homme mort et un étudiant la nuit dernière. Shin l'entend. Il voulait confirmer si le virus fonctionnait même avant l'apocalypse. Il découvre que les transformations ne fonctionneront pas avant l'arrivée de l'apocalypse. Shin la regarde, notant que son appartenance à son groupe est vitale, la fille géniale, Natsu. Il se souvient que dans sa vie passée, elle était une excellente pharmacienne qui concoctait les potions qui soutenaient les guerriers au combat. Mais sa curiosité l'a poussée à aller trop loin dans ses expériences, scellant finalement son propre destin. Elle appelle Kiru tandis qu'il répond fermement qu'il s'en occupera. Elle dit furieusement qu'elle enquêtera seule alors que Shin la salue par derrière. Elle se retourne et demande qui il est. Il lui dit qu'il est le lycéen qu'elle cherchait. Il demande ensuite s'ils peuvent parler ailleurs. Pendant ce temps, Hugo tire sur une cigarette. Masa demande pourquoi il s'est précipité pour nettoyer l'endroit et il dit que Shin a simplement donné l'instruction. Alors il est venu en courant. L'ascenseur sonne et les révèle tous les deux. Hugo dit à Shin qu'il a tout préparé et lui demande comment il savait même pour le laboratoire inutilisé dans un tel endroit. Pendant ce temps, Masa la regarde, se demandant qui pourrait être cette belle dame. Elle regarde avec admiration le grand laboratoire, tandis que Hugo explique que le nettoyage est fait, mais qu'il ne sait pas comment tester les machines. Depuis sa vie précédente, cela a toujours été le laboratoire de Natsu. Shin s'excuse pour lui parler seul, laissant Hugo perplexe. Il commence à se demander qui elle est et quel rôle elle pourrait jouer, incapable de comprendre pleinement les intentions de Shin avec elle. Shin dit qu'il devrait d'abord parler de l'objectif principal avant des machines. Il révèle ensuite le cristal, expliquant que l'homme est mort à cause de cela. Elle essaye de regarder de plus près, mais il l'avertit de ne pas le toucher à main nue. Résolue, elle dit qu'elle va l'examiner, puis elle exige des réponses, demandant pourquoi il l'a amené ici et pourquoi il a choisi de lui révéler ce secret. Il l'observe attentivement, réalisant qu'elle est aussi perspicace qu'il l'avait prévu. Il lui demande de l'aider à analyser la pierre de cristal. Elle la prend avec précaution et accepte, bien qu'elle se demande pourquoi on lui fait confiance plutôt qu'à son supérieur. Il dit qu'elle a déjà prouvé son talent en remportant de nombreux prix à l'étranger, et maintenant elle travaille comme stagiaire en médecine légale. Elle remarque combien il en sait et demande ce qu'il veut qu'elle fasse. Il dit que tout sera désormais classifié et demande si elle est prête à vraiment les rejoindre. Il explique qu'elle aura un accès illimité aux ressources et un soutien financier si elle accepte. Elle attrape la chaise et le microscope. Il demande si cela signifie accepter ses conditions et elle dit que s'il lui donne le cristal, elle acceptera n'importe quelle condition. Un petit sourire se forme sur ses lèvres, sachant que c'est exactement ce qu'il attendait. Ces résultats confirment également ses attentes. Il explique que le cristal contient un virus qui provoque la mort des organismes et accélère la décomposition. Il lui dit qu'ils se transforment en zombies. Il dit qu'il veut qu'elle sépare complètement les deux composants du cristal, la partie qui transforme les humains en zombies et la partie qui renforce le corps humain. La séparation doit être parfaite puisque la rareté de la potion dépendra entièrement de sa pureté. Elle confirme si le cadavre précédent commencera à bouger dans cet état et il hoche la tête. Il dit que sa seule tâche est de faire des recherches et de se concentrer sur les cristaux et qu'il lui a loué une chambre en dessous du laboratoire. Alors qu'il se retourne pour partir, elle l'appelle et demande son nom. Et il répond sans hésitation. Il demande à Hugo de venir avec lui tout en instruisant Masa de rester et de la soutenir. Ils prennent l'ascenseur. Il demande où ils se dirigent ensuite, mais il ne répond pas. Au lieu de cela, il demande des nouvelles de ses hommes et il répond que tout le monde le suit. Il décide qu'il n'est plus nécessaire de s'inquiéter du domaine ou de la potion et tout ce qui reste, c'est l'argent. Il ordonne à Hugo de se préparer, car ils vont affronter des gens avec beaucoup d'argent. À l'âge de 20 ans, Ren avait déjà une réputation de violence. Il n'hésitait devant rien pour grimper plus haut. Par une telle brutalité, il a établi sa position actuelle. Il est maintenant une figure clé dans le secteur du divertissement, gérant spécifiquement des casinos et des boîtes de nuit. Son casino est toujours bondé et l'argent afflue toujours. Tout le monde poursuit la chance de gagner gros et de changer sa vie, mais seuls quelques-uns réussissent, car la plupart perdent tout. Une balle frappe directement la joue d'un homme, certaines personnes tombent dans la dette en retournant au casino. Il implore désespérément la pitié, suppliant pour avoir du temps pour rembourser ce qu'il doit. Ren révèle que la dette de l'homme est de 10 millions de yens et lui dit qu'il ne peut pas partir tant que tout n'est pas remboursé. Il tremble alors que Ren demande où viser ensuite. L'homme proteste qu'il n'a emprunté que 2 millions, mais les intérêts écrasants ont multiplié sa dette. Ren menace sa famille, mentionnant même sa fille en maternelle.
Alors que l'homme maudit, la punition reprend. La boule de fer se balance vers lui, sans pitié. Son sang atteint même le visage d'un garde. Ren ordonne à un garde de demander des rançons et des otages à envoyer à sa famille. Ren obtient la plupart des fonds de son organisation, s'élevant à des dizaines de milliards. Ces hommes annoncent l'arrivée de nouveaux visiteurs, et il ordonne de les faire entrer. Ils font irruption, disant aux gardes de ne pas intervenir. Ren fait signe à ses hommes de se calmer. Les deux hommes échangent des mots acerbes, testant chacun la détermination de l'autre. En s'appuyant en arrière, ils demandent directement ce qu'ils veulent. Hugo explique qu'ils veulent faire quelque chose pour son anniversaire. Ren dit qu'il ne fait jamais d'affaires sans gain et propose de l'aide en échange de leur domaine. Hugo défie, précisant qu'il a l'intention de garder ce qui est à lui. Ren médite sur sa folie, révélant qu'il s'intéresse depuis longtemps à ce domaine. Il se moque d'eux pour être arrivé avec si peu d'hommes, interprétant cela comme de l'arrogance. Plus tôt, Hugo avertit que le plan semble imprudent. Avec la sécurité du casino comptant des centaines de personnes, Shin écarte la préoccupation et expose son plan, expliquant qu'ils ont seulement besoin de gagner du temps et de paraître forts en ce qui concerne l'argent. Hugo écoute, finissant par accepter avec détermination. Maintenant, il prend un crayon et le plante dans la main de Ren alors qu'il leur ordonne d'attaquer. Un garde attrape la main de Hugo, alors il tire le crayon droit sur le visage de Ren. Mais le garde parvient à bloquer avec son bras. Les gardes crient des ordres et se précipitent, prêts à riposter. L'un d'eux reçoit immédiatement un coup de pied au visage. Il s'écrase contre l'autre. Un des hommes se précipite sur Shin avec colère, mais Haru intervient pour l'intercepter. Haru grogne, promettant de déchaîner sa fureur sur lui. Hugo se stabilise, murmurant de rester calme. Soudain, il est attrapé et tiré en arrière. Shin l'éloigne du coup. Il rappelle à Hugo de ne pas baisser sa garde et promet de s'occuper de celui-ci lui-même. Il avertit Shin à propos du plus fort de tous les gardes. L'homme enlève son manteau et se précipite rapidement. Il balance la matraque vers Shin, le faisant reculer en roulant. Shin repère les matraques dans un coin, il en saisit une et s'oppose au coup du garde. Le garde plisse les yeux, puis il lance la matraque droit vers le visage de Shin. Son masque glisse. Le garde s'arrête, incertain si son coup a atteint sa cible. Hugo vérifie Shin, mais il répond calmement. Il dit que, comparé à son ennemi d'hier, celui-ci est beaucoup plus lent. Ren avertit son garde de ne pas faire trop de scènes, lui rappelant que cela pourrait affecter les clients. Puis, il donne un ordre impitoyable pour les éliminer tous. L'acier s'entrechoque violemment alors que les armes se rencontrent en plein vol. Un pas rapide traverse le sol. Le garde charge, mais Shin bloque juste à temps. Il parvient à esquiver un coup direct. Puis, Shin lui donne un coup de pied de côté. Le garde grogne, jurant d'arracher la jambe de Shin. Mais immédiatement après, Shin lui donne à nouveau un coup de pied dans le cou. Le garde est projeté en arrière. Shin frappe à nouveau avec force. Le coup l'envoie s'écraser à travers la pièce, surprenant Ren qui regarde. Ren murmure, incrédule, refusant d'accepter ce qui vient de se passer. Il appelle à l'aide, exigeant des renforts. Un groupe fait irruption, s'excusant d'arriver en retard. Ren les vexe, furieux, exigeant de savoir pourquoi ils sont si peu nombreux. L'un d'eux explique que toutes les routes menant au casino ont été bloquées, empêchant les renforts d'arriver. Shin admet sans hésitation que c'était son œuvre, se moquant presque de leur situation. Enragé, Ren ordonne à ses hommes de les tuer tous, promettant une prime. Avec cela, la foule se précipite en avant, armes levées. Dehors, les gens deviennent frustrés par leur chance. Soudain, la pièce s'ouvre brusquement alors qu'un corps glisse à travers. Les gens murmurent sous le choc, se demandant ce qui se passe et se demandant si le corps est celui de Ren. Shin entre en scène avec ses hommes. Hugo jette un coup d'œil en arrière, remarquant que Shin a affronté seul les attaquants précédents. Il rassure alors la foule en disant que ce n'est qu'un petit problème. Il s'avance et se présente comme le nouveau propriétaire, annonçant des jetons gratuits pour tout le monde. Des acclamations éclatent alors qu'il le remercie avec enthousiasme. Hugo s'arrête lorsqu'il entend quelqu'un se moquer de lui. Nozo arrive avec son groupe, attirant des regards et des chuchotements. Nozo lui dit qu'il est venu se détendre, mais s'est précipité en entendant une agitation. Hugo sourit, disant qu'ils peuvent être amis à la place. Shin se détourne, mais Hugo l'arrête. Les yeux de Shin brillent d'une fureur contenue. Hugo se fige à cette vue. Il remarque à nouveau sa soif de sang. Nozo demande ce qu'il peut faire pour Shin et commande qu'il ressemble à un étudiant. Shin ne pouvait pas croire qu'ils avaient déjà commencé à conspirer, sachant qu'ils sont connus pour écarter les obstacles dans leur ascension. Il réalise que le piège contre lui avait été tendu depuis longtemps. Nozo jette un coup d'œil à son pied alors que Ren supplie désespérément de l'aider. Il s'accroche à sa jambe et implore de payer n'importe quel prix si cela signifie que sa vie sera épargnée. Nozo accepte et tend la main. Il dit qu'il lui est redevable depuis des années, mais du sang éclabousse avant qu'il ne puisse finir. Une massue ensanglantée goutte. Mina avance, mais Nozo l'arrête. Ils échangent des regards. La tension persiste entre eux. Nozo attrape le col de Shin et le prévient qu'il le tuerait s'il n'y avait pas la foule. La tension monte alors que les deux groupes s'affrontent. Ennuyé par la situation, Nozo décide de partir avec son groupe. Il se fige lorsque Shin l'appelle. Il promet qu'ils se reverront bientôt. Il le fixe du regard alors que Nozo jette un coup d'œil en arrière. Nozo ordonne à son groupe d'enquêter sur Shin.
Hugo détourne l'attention de la foule, leur disant de continuer à s'amuser comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Shin jure qu'il ne les laissera pas mourir si facilement, ayant l'intention de les plonger d'abord dans le désespoir. Hugo l'avertit que se faire un ennemi de Nozo maintenant est imprudent étant donné son influence croissante. Shin écarte cela, demandant plutôt les bénéfices du casino du jour. Il dit à Hugo de tout utiliser pour acheter de l'or et de s'assurer que c'est une transaction au comptant. Hugo s'interroge sur la nécessité. Shin l'écarte, disant qu'il doit être livré au laboratoire. Alors qu'il s'éloigne pour partir, l'expansion de l'inventaire, au-delà du niveau 10, nécessite de l'or au lieu de pierre. Le coût augmente rapidement, l'or étant consommé en grande quantité jusqu'à devenir rare. Il sait qu'il doit donner la priorité à l'expansion de l'inventaire et à l'accumulation de fournitures. Il décide de se concentrer sur l'exploration de domaines spéciaux tout en laissant l'acquisition d'or à Hugo. Mais juste au moment où il termine cette pensée, quelque chose attire son attention. Il ressent une réaction étrange qui signale la présence d'un domaine spécial. Il scrute la ville et le repère planant au-dessus des bâtiments. Il arrive sur les lieux et réalise qu'il est sur le terrain de l'école. Le matin, l'école est remplie d'élèves qui se promènent. Dans une salle de classe, un garçon remarque que le siège à côté de lui est vide. Il regarde autour de lui avec anxiété, pensant à Shin. Un bruit sourd le surprend lorsqu'une pile de livres s'écrase sur son bureau. Un autre étudiant se penche, s'appropriant le siège de Shin. Il dit que Shin est probablement à l'hôpital maintenant après avoir été emmené par Masa. Il remarque à quel point c'est gênant que son garçon de course soit maintenant parti. La fenêtre s'ouvre. D'un geste, Shin jette les manuels par la fenêtre. Il le regarde avec colère et lui dit de dégager. Le tyran fulmine, mais son ami l'avertit de ne pas aller plus loin après l'incident avec Masa. La classe commence à chuchoter à son sujet, choqué qu'il soit revenu indemne. Son voisin de siège le rassure nerveusement, disant qu'il est juste content qu'il soit de retour. La nuit dernière, le domaine n'est pas apparu, ce qui fait se demander à Shin s'il n'est pas encore terminé. Une voix appelle soudainement son nom. L'idole de la classe, Amene, le salue chaleureusement, lui demandant s'il va bien. Elle utilise son charme pour captiver les garçons à l'école comme esclaves, et il admet qu'il en faisait partie à l'époque. Il soupire alors qu'elle divague sur le fait de s'inquiéter si elle doit trouver un autre garçon de course. Shin la rejette et l'insulte, ce qui lui vaut un regard noir. Les garçons dans la classe interviennent, criant après lui pour la façon dont il lui parle. Elle essaie de les calmer, mais il continue, toujours furieux. Elle sourit avec satisfaction, pensant que c'est ce qu'il mérite pour l'avoir ignoré. Pendant ce temps, Shin reste silencieux, souhaitant juste un moment de paix. Le tyran s'emporte, criant à Shin de sortir, pour être soudainement frappé en retour. Sa tête s'écrase sur la table. Masa apparaît, incitant ses camarades à vérifier son état. Amen s'accroche à lui, pensant qu'elle pourrait s'associer avec lui pour se venger. Masa repousse simplement sa main. Il lui demande si elle n'a pas entendu Shin lui dire de déguerpir. Le reste de la classe murmure, se demandant quand l'équilibre des pouvoirs a changé. On lui ordonne alors de partir, et bien que stupéfaite, elle obéit lentement. Masa dit aux autres de se dépêcher et de déguerpir. Il ordonne à leurs camarades de classe de leur acheter le petit déjeuner et les garçons se précipitent. Il se tourne vers Shin, demandant pourquoi il ne répond pas aux appels de Natsu. Masa se penche et dit à Shin que Natsu a fait une découverte importante. Alors que le cours continue, Shin réfléchit à la façon dont sa routine quotidienne paisible est presque terminée. Il regarde par la fenêtre, profondément dans ses pensées, mais soudain, ses yeux s'écarquillent. Soudain, la salle de classe se transforme en un domaine spécial. Le système apparaît, déclarant une mission spéciale. Il se stabilise, s'adaptant encore au poids troublant d'être projeté dans un autre domaine. Il scrute les environs à la recherche de fournitures utiles. Aucun objet de récupération n'apparaît, rendant cet endroit plus dur que le précédent. Il n'a pas d'autre choix que d'avancer, puisqu'il s'agit d'une course contre la montre. En sortant, il se rappelle que la première étape est de trouver la maison sûre. Cette fois, il a un avantage. Le plan est déjà familier, donc la connaissance lui permet de réduire le temps d'exploration. En passant près de la fenêtre, ses yeux captent quelque chose. La maison sûre se trouve dans la cour de récréation, mais elle est entourée d'une masse écrasante de zombies. Il note que percer à travers eux serait imprudent. Même s'il essayait, il n'y a aucun moyen de les éliminer en seulement 20 minutes. Puis, un zombie massif surgit de derrière. Il esquive en arrière, incitant le zombie à se jeter directement vers la fenêtre. Il plonge rapidement. Les zombies entendent le bruit sourd. Alarmés, ils rugissent à leur tour. D'en haut, il les observe se déplacer à l'unisson. Il remarque qu'ils entourent le zombie tombé, se demandant si c'est le bruit qui les a attirés. Il fixe avec détermination, sachant maintenant qu'il y a un moyen de les éloigner de la planque. Il regarde autour, se demandant où il peut faire un bruit assez fort. Son regard se tourne vers un escalier. Il fixe ses yeux sur le long couloir devant lui, sachant que s'il peut juste atteindre cet endroit, il obtiendra l'avantage dont il a besoin. Il peut éloigner les zombies de l'abri en une seule fois. Il commence à se diriger vers la salle de diffusion. Il interroge sa mémoire, essayant de se rappeler chaque détail de la disposition de l'école. Maintenant debout dans l'aile centrale, il la cartographie dans sa tête. Il planifie son itinéraire à travers le passage qui relie les ailes.
Son plan mental du chemin vers le bâtiment 4, les escaliers, la pièce, se solidifie. Alors qu'il se prépare à bouger, il remarque que les zombies se déplacent à nouveau. Il se penche plus près et les voit revenir à leur position initiale. Il se demande s'ils gardent la maison sûre, bien qu'il ne soit pas sûr si c'est intentionnel ou une coïncidence. Déterminé à le tester, il se concentre sur un zombie isolé devant. Il jette la créature à travers le verre. Elle s'écrase dans le couloir en dessous, attirant l'attention de la horde. Il confirme qu'ils sont définitivement attirés par le son. Tout bruit inhabituel les fait se précipiter vers ce point. Parmi eux, les zombies d'élite sont les plus rapides. Les humains avec des capacités physiques exceptionnelles deviennent des zombies d'élite après leur transformation, bien plus forts que les morts vivants moyens. La plupart de ceux qui errent sur le terrain de jeu appartiennent à cette catégorie puisque une classe de sport était en cours lorsque le domaine s'est formé. Il se ressaisit, réalisant qu'il n'y a qu'une seule chance dans cette situation. Aucune erreur n'est permise. Le moment critique réside dans l'atteinte de la salle de diffusion. Pendant ce temps, un autre zombie rôde dans les couloirs, traînant une arme sur le sol ensanglanté. D'une autre pièce, un autre ensemble d'yeux brillants scrute depuis l'obscurité. Saisissant l'opportunité, il frappe vite et proprement. Utilisant la règle, il élimine le monstre avec seulement une minute restante. Il calcule la distance, sachant qu'il faut 5 minutes pour atteindre la salle de diffusion depuis le terrain de jeu. En supposant qu'il n'y ait pas d'interruption, la victoire dépend entièrement de la vitesse et de la précision. Il atteint le passage de connexion et pousse les portes. Il aperçoit 3 zombies ordinaires bloquant le passage de connexion. Sans endroit où se cacher, faire un détour coûterait trop de temps. Alors il se prépare à passer directement. Il se précipite en avant, prenant soin de ne pas faire de bruit qui attirerait d'autres dans le bâtiment. Son coup est rapide et précis, visant à en finir en un instant. La tête d'un zombie éclate sous le coup. Un autre s'effondre avec le crâne fracassé. Il note sombrement que les choses ne feront que se compliquer une fois qu'il atteindra le prochain bâtiment. Il continue vers l'escalier, menant à la salle de diffusion. Il entre dans le couloir suivant. À l'intérieur, les couloirs sont vides, mais inquiétants, avec de nombreux endroits où des menaces peuvent se cacher. Il admet qu'il n'y a pas de temps pour élaborer une stratégie parfaite et décide de se fier à son instinct. Une ombre se profile derrière, des yeux rouges brillent dans l'obscurité. Il attrape l'ombre, ce qui le pousse à se retourner brusquement. Elle charge instantanément. Ses yeux s'écarquillent devant la force. Il glisse au-delà de l'attaque. Chancelant en arrière, il lève les yeux, se demandant si un zombie d'élite se cache derrière le mâle devant lui. Il se tourne vers le miroir et voit apparaître plus de zombies. Le bruit vient d'attirer l'attention des zombies environnants. Le couloir commence à se remplir alors que plus de morts vivants se rapprochent. Il serre son arme plus fort, sachant qu'il ne peut que tenter sa chance dans une telle situation. Il se fige, ébranlé par la réalisation que le coup du monstre a peut-être effleuré sa peau. Il utilise son arme pour repousser le zombie. Il commence à la mordre. Avant qu'il puisse réagir, un autre attaque par derrière, le laissant pris entre 2 attaques. Le coup manque de peu de lui fracasser le crâne, mais il se tord au dernier moment. Il se précipite derrière, glissant sur le sol. Il voit l'autre zombie écrasé sous son attaque à la place. Il grogne, scrutant le couloir alors qu'il disparaît de sa vue. Ses yeux fouillent tandis qu'une brume rouge commence à le guider vers son odeur. Il s'infiltre par une porte. Le zombie entre dans la pièce. Il scrute le laboratoire vide en avançant. Il fixe droit devant lui jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. Il abat une table avec une force massive. De retour au laboratoire, Natsu tient un tube en main. Elle étudie les résultats, réalisant que le ratio du virus est bien plus élevé qu'elle ne l'avait prévu et que la pureté reste instable. Elle se remémore tous les textes et livres qu'elle avait consultés, ne trouvant aucune mention d'un virus comme celui-ci. Ses pensées se tournent vers Shin qui détient les réponses, se demandant pourquoi il les possède. Une fiole de sang se brise sur le sol. Le zombie regarde ce qu'il a trouvé sous la table. Par derrière, il se précipite pour attaquer. Il balaye ses jambes avec une pelle. Juste au moment où il atterrit, il frappe sa tête avec force. Avec un rugissement, il appuie et frappe de toutes ses forces. Il fixe le corps tombé devant lui. Il l'a attiré avec l'odeur du sang. Avec plus de fioles de sang, il prévoit de les utiliser pour éviter des combats inutiles. Réalisant qu'il ne lui reste que 10 minutes, il décide d'avancer. Juste au moment où il fait un pas, sa vision se brouille. Il titube en avant, se tenant la tête alors que la douleur le submerge. Il réalise que sa conscience s'estompe au pire moment possible. Il se demande si c'est causé par l'utilisation de son pouvoir de guérison. Il se résout à en finir rapidement, sachant qu'il doit faire quelque chose à ce sujet. Il se stabilise, forçant sa main à saisir fermement la porte. Les zombies ont peut-être été attirés à son étage à cause de l'agitation précédente. Il jette un verre de l'autre côté. Il s'y précipite immédiatement. Il saisit l'occasion de courir de l'autre côté. Il se rappelle de continuer sans se battre. Il aperçoit l'escalier, sachant que la salle de diffusion est juste au-dessus. Il atteint l'étage suivant. Prudemment, il jette un coup d'œil. Le couloir semble être libre de zombies.
Il saisit la poignée de la porte et se glisse dans la pièce. À l'intérieur, la salle de diffusion est vide et un soulagement l'envahit. Il examine l'équipement, espérant qu'il fonctionne encore. Il laisse tomber son arme, il teste les commandes et le système se met en marche. Les souvenirs de son temps avec le club de diffusion refont surface et il se rappelle suffisamment pour faire fonctionner le système correctement. La détermination durcit son regard alors qu'il met les choses en mouvement. La porte s'ouvre lentement avec une main qui passe à travers. Le zombie s'approche progressivement. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il le sent. Il attrape la pelle. Il se prépare à viser mais s'arrête en plein vol. Il se fige, pris au dépourvu. Un zombie massif se dresse au-dessus de lui, marmonnant de ne pas entrer sans permission. Il se souvient d'un phénomène qui provoque l'accumulation de gaz dans les cadavres, gonflant leur corps de manière anormale. Ils n'ont pas beaucoup de force, mais lorsqu'ils éclatent, ils libèrent une explosion qui propage le virus. Cela attire également un grand nombre de zombies. Il se retire dans le couloir, il sait qu'il doit l'empêcher de se libérer à l'extérieur. Il sprinte vers les fenêtres alors que la créature le poursuit. Il s'échappe juste avant qu'elle ne se jette, puis elle bondit par la fenêtre. Alors qu'il tombe, il attrape le membre de la bête avec une attache de fortune. Il sait qu'il ne peut pas la vaincre maintenant, alors il doit juste gagner du temps. Il jure à voix basse, réalisant que le crash a déjà attiré des zombies à proximité. Ils commencent à émerger du couloir. Il retourne dans la pièce, sachant qu'il doit gagner du temps. Il doit lancer la diffusion le plus rapidement possible, car il manque de temps. Il sait que la traînée de sang à l'extérieur ne retiendra pas les zombies longtemps. Il pense au danger qu'un autre zombie d'élite apparaisse. Si cela arrive maintenant, il est complètement fichu. Il commence à se rapprocher. Il serre les dents, déterminé à ne pas abandonner. Un zombie passe juste devant la pièce. Soudain, les haut-parleurs à l'extérieur s'animent. Une annonce commence à résonner à travers le campus. Il expire, soulagé d'avoir réussi juste à temps. Mais le chemin vers la cour de l'école reste un problème. Il jette un autre tube de sang vers la fenêtre. Les zombies commencent à s'y rassembler. Sur les escaliers, d'autres arrivent déjà par en bas. Il se dit de bouger pendant qu'ils sont concentrés sur la diffusion. À pleine vitesse, il passera avant qu'ils ne s'en aperçoivent. Il se précipite et ferme la porte. Il se fige en entendant le rugissement d'une autre horde. Les portes s'ouvrent brusquement, révélant une marée de zombies bloquant sa fuite. Il évalue rapidement, sachant qu'il est impossible de passer en force. Alors sa seule option est d'attendre. L'opportunité est juste au-dessus d'eux. Il attend le crash. Peu après, le moment arrive. Il serre son arme, prêt à utiliser le chaos comme couverture. Il court plus vite, sachant que les zombies sont attirés par la diffusion. Pour le moment, cela devrait dégager la cour de l'école pour un court instant. En regardant dehors, il confirme que cela a fonctionné exactement comme il l'avait prévu. Il est confiant qu'il y arrivera, sachant qu'il faudra du temps au monstre pour détruire le haut-parleur. Mais avant qu'il ne puisse continuer, il remarque que le son s'est arrêté. Au bord du bâtiment de l'école, le haut-parleur prend feu. Un zombie d'élite l'avait déjà atteint. Il jure à voix basse, sachant que cela signifie que la horde se retournerait bientôt vers lui. Avec peu de temps devant lui, il s'élance à travers le champ ouvert. Le sol se remplit de pas précipités. Il voit la maison sûre au loin. Derrière lui, un énorme zombie se précipite à une vitesse incroyable. Il frappe vers lui avec son corps, le coup l'atteint, le projetant au sol. Les zombies commencent à affluer de tous les côtés. Il essaie de se relever, mais la horde se rapproche. Plus de mains se tendent et se pressent sur lui. Dans un flou, il traverse la horde. Il se redresse. Il balance désespérément, essayant de se dégager. Sa main s'étend vers elle, presque à portée. Il jure à voix basse, réalisant qu'il était si près. Mais les zombies se rapprochent. Soudain, une main griffue se lève. De retour au laboratoire, la foudre déchire le ciel à l'extérieur. Natsu examine une fiole, se demandant à propos du virus et où se trouve Shin. Elle l'ouvre et se demande ce qui se passerait si une personne acceptait l'infection volontairement. Ses pensées restent en suspens dans l'air alors qu'elle remarque une silhouette dans l'obscurité. Taylor entre dans la lumière, incitant Natsu à demander qui elle est. Taylor tranche l'élite zombie avec une précision rapide, le corps s'effondrant avant même de réaliser ce qui s'est passé. Elle abat plusieurs zombies en succession rapide. Shin demande pourquoi elle l'a sauvée. Elle se tourne vers lui avec les yeux plissés. Il insiste, questionnant ce qu'elle cherche vraiment. Elle avance. Sa présence est écrasante. Il l'avertit de rester en arrière. La stupeur le traverse alors que des épines jaillissent autour de ses jambes, le liant sur place. Elle lui relève le menton. Il panique, questionnant ses intentions. Ses yeux brûlent de folie et un sourire tordu s'étend sur son visage. Plus tard, Natsu tend la main alors que Shin crie de terreur, lui demandant d'arrêter. Ses yeux s'ouvrent et il la saisit par le cou. Le laboratoire tremble alors qu'il la plaque au sol, demandant ce qu'elle veut faire de lui. Peu après, il la reconnaît. Il observe son environnement, reconnaissant le laboratoire. Une fiole est sur le point de tomber, alors elle le pousse. Elle se précipite pour l'attraper. Elle l'embrasse, soulagée de la voir en sécurité, et il ne peut s'empêcher de secouer la tête d'incrédulité. Shin s'excuse et demande si elle va bien, cherchant à comprendre ce qui s'est passé la nuit précédente.
Elle se souvient du moment où il est apparu soudainement, le prenant d'abord pour une femme. Puis elle se rappelle comment il s'est effondré, et ce n'est qu'après s'être précipitée qu'elle a réalisé qui il était vraiment. Elle explique qu'il était gravement blessé et faible, alors elle a soigné ses blessures. Il demande s'il ressemblait vraiment à une femme, et elle dit qu'elle a dû mal voir. Il sait que ce n'était pas une erreur, mais se demande pourquoi Taylor prendrait possession de son corps et l'amènerait ici. Elle lui remet ensuite un dossier, révélant ses résultats de test. Il écoute tandis qu'elle explique comment elle a extrait le virus de son corps et l'a combiné avec la souche à l'intérieur de la pierre de cristal. Le virus dans son corps a résonné parfaitement avec celui de la pierre, alors elle a injecté la souche de cristal directement en lui. Ses blessures ont guéri en conséquence, bien que le virus dans son corps ait été consommé dans le processus. Il réalise que sa capacité de récupération est liée au virus zombie en lui. Natsu change de sujet, exigeant de savoir s'il est humain ou zombie, et comment il possède des pierres de cristal qui ne devraient pas exister dans ce monde. La tension monte dans la pièce alors qu'il reste silencieux. Il lui demande alors si elle croit au saut dans le temps. Il lui dit clairement qu'il a sauté depuis un futur 5 ans plus tard, où l'apocalypse s'était déjà répandu dans le monde entier. Elle relie ses paroles à ce qu'elle a vu hier et réalise que le chaos apparaîtra bientôt partout. Il le confirme, expliquant que des zones spéciales étranges émergeront dans le monde entier, chacune remplie de zombies. Il promet de lui montrer quelque chose, mais demande d'abord à propos de ses vêtements. Il pense qu'il ne peut pas encore mentionner son inventaire, évitant tout risque de répéter les erreurs passées. Elle s'émerveille de la chance d'étudier les cristaux spéciaux qu'il a apportés alors qu'il explique qu'il est capable d'entrer dans les zones à l'avance. Elle lui parle ensuite de sa découverte, expliquant que la pureté la plus élevée qu'elle a atteinte est de 65%. Pendant qu'elle travaille, il l'observe attentivement, notant à quel point elle est un génie. Elle demande ensuite ce qu'elle fait dans 5 ans et s'ils étaient aussi alliés dans cette chronologie. Il lui dit que son futur moi est déjà mort et qu'il n'avait pas de véritable lien. Il a entendu parler d'elle par des rumeurs, une pharmacienne de génie qui s'est finalement utilisée comme cobaye. Il la rassure en disant qu'il ne la mettra pas en danger. Elle dit qu'elle doutait de lui au début, mais après avoir entendu qu'elle s'était utilisée comme sujet, elle le croit. Elle suggère qu'il passe aux tâches restantes alors qu'elle s'approche de lui. L'ascenseur sonne. Hugo dépose une caisse. Les deux hommes se plaignent du poids et de la chaleur en arrivant. Puis ils se tournent vers l'avant et les attrapent à un moment. Hugo s'excuse, disant qu'il a fait une erreur, tandis que la mâchoire de Masa tombe par terre. Hugo entraîne Masa avec lui. Shin leur dit que c'est un malentendu, et Hugo explique qu'il a tout acheté par les voies normales. Shin tend une fiole, disant à Hugo de la boire pour l'instant. Il l'accepte et demande ce que c'est. Shin lui dit qu'il comprendra une fois qu'il aura bu. À contre-cœur, Hugo prend une gorgée. Le flacon se brise alors qu'il est submergé par une force écrasante. Elle commence à s'inquiéter, mais il la rassure en disant qu'il va bien. Bien que la pureté soit encore à 70%, quelqu'un avec sa force physique peut le supporter. Shen vérifie s'il va bien. Hugo sourit, sentant la puissance parcourir son corps et affirmant se sentir plus fort que jamais. Il soulève les caisses avec aisance, étonné de leur légèreté. Il explique que la plupart de ce qu'ils ont gagné cette fois-ci appartient en fait au groupe de Nozo. Shen leur ordonne d'arrêter de collecter pour l'instant en déplaçant la priorité vers le contrôle de Sei lors de la fête d'anniversaire de son patron. La nuit, la ville s'anime de lumière. Nozo mentionne avoir entendu dire que quelqu'un a acheté tout l'or sur le marché et se demande qui est derrière cela. Rick répond que cela ne semble pas être une seule personne, mais plutôt un groupe organisé. Il dit que le prix du marché est maintenant en train de monter en flèche. Il propose l'idée de les vendre au prix élevé actuel. Il réagit lorsque Isha demande s'il est sûr. Isha dit qu'il ne devrait pas le laisser partir si facilement après l'avoir collecté pendant des années. Elle s'assoit, disant qu'il n'y a rien de mal à rester vigilant. Elle suggère de garder l'or pour l'instant et d'attendre que l'accapareur se révèle. Nozo aligne son tir, tandis que Rick reste silencieux un moment, puis il dit que vendre quand le prix est élevé est le choix évident. Il s'en remet à Nozo, reconnaissant qu'il a le dernier mot puisqu'il est le patron. Nozo reste silencieux avant de demander des nouvelles de l'avancement d'un ancien plan d'acquisition de quartier. Rick dit que tout est presque terminé, mais Nozo l'interrompt, demandant s'il sait pourquoi ils se rassemblent en groupe. Rick hésite, disant que c'est pour obtenir des résultats à tout prix. Nozo frappe la bille blanche en criant qu'il a tort. Il leur rappelle qu'ils sont tous héritiers de familles puissantes. Peu importe à quel point ils travaillent dur, ils resteront étiquetés comme des enfants gais et riches. Il dit que les noms de leurs parents sont les obstacles sur leur chemin. Il précise qu'il n'a plus de patience et veut que le plan soit mis en œuvre rapidement. Nozo déclare qu'ils vont mettre en pause le projet d'or pour l'instant et se concentrer entièrement sur le plan de réaménagement du district. Il dit qu'il est temps pour l'ancienne génération de se retirer et de laisser leur héritier commencer. Il se tourne vers elle, demandant si elle a identifié le garçon du casino. Elle dit que rien dans les dossiers ne s'est démarqué. Shin est un lycéen ordinaire qui a perdu ses 2 parents dans un accident de la route.
Il travaille à plusieurs emplois pour vivre et rejoint l'organisation d'un camarade de classe expliquant sa présence au casino. Nozo insiste, demandant si c'était vraiment tout. Ses yeux se plissent alors qu'elle demande quoi faire. Il ordonne froidement d'éliminer Shin sans laisser de traces. Comme prévu, elle dit qu'il a déjà une cible sur le dos. Dans l'ombre, une silhouette observe Shin attentivement. Il vérifie son inventaire, notant l'or qu'il a sécurisé et les autres cristaux dont il a besoin pour l'expansion et la recherche de Natsu. Juste à ce moment-là, il sent quelque chose et lève les yeux. Un homme s'approche, disant qu'il ne s'attendait jamais à ce qu'un assassin de premier ordre comme lui soit chargé de s'en prendre à un lycéen. Il précise qu'il a l'intention de le tuer pour la récompense. L'assassin se jette sur lui, criant qu'il s'en est pris à la mauvaise personne. Shin se prépare alors que l'homme s'approche. En un éclair, Shin le surpasse, le prenant complètement par surprise. Shin arrache l'arme de sa main. Il attrape la tête de l'homme et le frappe avec son genou par derrière. Il exige de savoir si Nozo l'a envoyé et l'homme le confirme. Shin le jette de côté comme un déchet, le laissant étendu sur le sol. L'homme supplie pour sa vie, essayant de justifier ses actions. Shin s'approche, en instruisant l'homme de dire à Nozo qu'il devra attendre un peu plus longtemps pour régler les choses. L'assassin hoche la tête et s'enfuit en panique, trébuchant sur lui-même en fuyant. Laissé seul, Shin reprend son souffle et se concentre sur la tâche à venir. Devant lui, un domaine spécial se révèle. Il connaît le risque et l'avantage, mais choisit de l'affronter seul. Cela devient dangereux à mesure que cela progresse, mais c'est le moyen le plus rapide de combler l'écart entre lui et Nozo. En ce moment, il doit se concentrer sur l'acquisition de ressources et une opportunité se présente lors d'une fête d'anniversaire dans 2 jours. Mais avant cela, il doit convertir autant de cristaux en potions que possible. Et pour maîtriser Taylor, il aura besoin de grandes quantités du virus zombie. L'organisation travaille à leurs postes assignés. L'avenir est déjà en train de changer et celui qui le conduit n'est autre que lui-même. Il raffermit sa détermination, se promettant de devenir encore plus fort. Elle célèbre son succès, brandissant fièrement une potion qui a atteint un nouveau niveau de pureté. Masa se réveille en sursaut, demandant ce qu'elle veut dire. Elle lui demande de venir essayer la potion. Après un moment, il tourne la tête, confus. L'ascenseur s'ouvre et Shin en sort calmement. Masa se jette soudainement sur lui de côté. Il recule brusquement, esquivant le coup de poing. Il appelle le nom de Masa, confus. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, un coup de poing atteint son visage. Les yeux de Shin se plissent alors qu'il le maintient au sol jusqu'à ce qu'il se rende. Elle analyse que la potion n'augmente pas beaucoup la puissance, mais booste grandement la vitesse, bien que seulement jusqu'à une certaine limite. Shin aide Masa à se relever en disant qu'il est dangereux de tester les potions sans lui. Il remarque ensuite sa coiffure. Masa se précipite pour la défendre, disant qu'il est essentiel pour les chercheurs de garder une perspective fraîche. Elle commence à présenter ses découvertes, confirmant que la potion est presque terminée, mais plafonne comme augmentation fixée. Shin réalise que sa recherche rattrape déjà ses progrès, le poussant à aller plus vite. Il lui demande de préparer plus de potions pour ce soir, tout en demandant à Masa d'appeler Hugo. 2 heures passent et Hugo arrive. De loin, elle observe les 2 hommes parler. Elle se tourne vers Masa et demande à propos de Shin, curieuse de savoir s'il a toujours été aussi incroyable. Masa admet que Shin était autrefois faible et constamment harcelé, mais tout a changé il y a quelques jours. Elle réfléchit silencieusement, réalisant que Shin n'a partagé la vérité avec personne d'autre, et se demande quel est son véritable objectif. Ce soir-là, Shin déclare que la fête d'anniversaire du grand patron est l'occasion parfaite. Hugo hésite, inquiet de l'ampleur du plan, mais Shin insiste qu'il n'y a pas d'autre choix. Il dit à Hugo que des potions sont en préparation et qu'il ne doit amener que ceux qui peuvent vraiment se battre. Ailleurs, le grand patron, Koya, s'occupe tranquillement de son jardin. Son garde l'informe au sujet de Hugo, qui a commencé à prendre le contrôle des territoires. Il parle de comment une telle ambition s'accompagne de dangers, surtout quand il y a des gens au-dessus de lui qui créent les règles. La nuit tombe alors que des voitures bordent la rue. La sécurité escorte une femme en robe vers la fête. D'en haut, Hugo observe. Impatient de l'arrivée tardive de Shin, Haru demande si les nerfs l'ont fait se retirer au dernier moment. La tension monte à mesure que l'horloge approche du début, la pression augmentant à chaque seconde. Il commence aussi à se demander où il est, convaincu qu'il ne les a pas piégés. L'un d'eux avance et suggère de faire demi-tour, surtout avec leur petit nombre, mais Hugo balaye l'idée d'un revers de main. Haru intervient, demandant s'ils peuvent parler en privé. Hugo demande si c'est à propos de Shin. Haru admet que le garçon est fort et que le suivre n'était pas une erreur, mais affronter Koya et tous ces hommes rassemblés est une autre affaire. Il sort une potion et suggère de l'offrir au grand patron. Il lui demande de choisir un camp, promettant de suivre quoi qu'il arrive. Dehors, un garde confirme que tous les invités sont à l'intérieur et s'apprête à fermer les portes. Le garde se retourne lorsqu'une voix l'appelle pour qu'il attende. Depuis un toit, des jumelles aperçoivent le groupe de Hugo entrer. Shin observe attentivement. À l'intérieur, la fête commence. Koya accepte un cadeau avant qu'un de ses gardes ne l'informe de l'arrivée de Hugo.
Ils entrent dans la salle, attirant immédiatement l'attention. Koya salue Hugo froidement, lui rappelant qu'il n'y avait pas d'invitation, mais Hugo affirme qu'il est venu seulement pour célébrer. Peu convaincu, Koya l'avertit que son visage trahit ses véritables intentions. Il insiste sur le fait que l'âge ne le rend pas faible, prêt à les affronter quoi qu'il en soit. Hugo fixe droit devant, disant qu'il devrait d'abord en discuter. Les tensions atteignent d'un point d'ébullition alors que la fête continue. Koya allume calmement son cigare, remarquant à quelle vitesse ils ont pris le contrôle de plusieurs de ces domaines en quelques jours seulement. Il demande si c'est ainsi qu'ils comptent afficher leur pouvoir, se demandant à voix haute quel est leur véritable objectif. Hugo chasse la fumée, disant que ce n'est même pas suffisant. Avec un mouvement brusque, il déclare que sa cible est le siège même que Koya occupe. Hugo s'arrête en plein élan, confus. Un des gardes tient son poing en l'air. Koya dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Hugo soit aussi avide. Il dit qu'il a été sous-estimé, mais sursaute de choc juste après. En un instant, Hugo claque le garde au sol. Il ordonne à ses hommes d'attaquer et la pièce se transforme en bagarre. Koya observe calmement, notant que Hugo est plus fort que prévu. Il avertit que le défier avec ce niveau de puissance est une grave erreur. D'en bas, le visage de Hugo est saisi par une main. Le garde le claque violemment au sol. Hugo attrape son bras, puis il enroule ses jambes et le met au sol. Luttant pour respirer, le garde reconnaît la puissance écrasante qui pèse sur lui. Il forme un poing et frappe Hugo sur le côté. Ils glissent tous les deux, l'un loin de l'autre. Koya lui ordonne de finir les ennemis rapidement avant que le rassemblement ne reprenne. Hugo réalise qu'ils opèrent à un niveau complètement différent. Il observe le chaos se dérouler, sachant qu'une fois l'effet de la potion dissipé, leurs chances de victoire disparaîtront. Malgré le poids de cette pensée, il la met de côté et se concentre sur son ennemi. Le garde se précipite, mais Hugo esquive. Puis Hugo lance son poing instantanément. Il parvient à asséner un coup de poing lourd au visage, mais la contre-attaque s'enfonce profondément dans son épaule. Le garde saisit son corps et l'envoie s'écraser à travers la pièce. Luttant pour se relever, Hugo admet qu'il ne peut même pas porter un coup net. Le désespoir s'insinue dans son regard alors que le combat fait rage autour de lui. Le poids du doute s'installe en lui, le faisant se demander s'il a choisi le mauvais chemin. Koya exhorte son garde à en finir rapidement. Le garde reconnaît le talent de Hugo et lui offre une issue, promettant de dire du bien de lui s'il se rend. Hugo se redresse, réfléchissant à combien sa vie est devenue plus difficile depuis sa rencontre avec Shin, mais il a indéniablement changé son monde. Avec la détermination brûlant dans ses yeux, il rejette l'idée de vivre comme un petit voyou et lui offre la même chose. Le garde grogne en se précipitant, disant que Hugo devra simplement mourir. Et Hugo envisage un dernier pari avec la potion, se demandant si une deuxième dose pourrait lui accorder la victoire. Juste au moment où il y pense, Shin intercepte l'attaque du garde. Il s'excuse d'être en retard. La stupeur le traverse alors que le garde réalise la puissance du garçon. Un seul coup le frappe de plein fouet, le repoussant. Shin avertit que 2 doses signifieraient une mort certaine, mais Hugo soutient qu'il pourrait gagner s'il la boit. Le doute envahit l'esprit de Hugo, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il était testé depuis le début. La rencontre était un test pour voir s'il remettrait la potion à Koya à la place. Il réalise qu'il a encore fait le bon choix et promet de montrer qu'il est un camarade digne de confiance. Shin sourit et dit qu'il aime les gens intelligents avant de demander les prochains ordres de Hugo. Koya crie et demande pourquoi le garde a été battu par un gamin. La tension monte dans la salle alors que Hugo jure de le tuer. Son expression se durcit de rage alors qu'il donne l'ordre de tous les tuer. Les autres spectateurs commencent à murmurer sur la force démontrée. L'un d'eux demande s'il est étudiant. Haru le prévient de ne pas être surpris. Il sourit, disant que le vrai plaisir ne fait que commencer. Soudain, le garde vacille à travers la pièce. Un autre garde admet qu'il n'a jamais imaginé affronter un lycéen au combat et Shin répond qu'il est sur le point de perdre contre l'un d'eux. Le garde devient furieux et se lance en avant, avertissant de ne pas le sous-estimer. Il balance son poing, mais Shin esquive immédiatement. Il prévoit de l'attraper par le visage, mais Shin tourne en arrière. Le garde se précipite imprudemment. Il retient ses attaques, demandant si Shin prévoit de continuer à esquiver. Hugo réalise à quel point Shin est fort pour simplement jouer avec un gars contre lequel il avait du mal à se battre. La foule commence à se demander si les rumeurs sur Hugo sont vraies, surtout maintenant qu'il voit Koya lutter contre un étudiant. Koya fulmine, voulant les faire taire. Il réfléchit à combien d'années il a fallu pour construire tout ce qu'il a, et maintenant, un insecte est venu et menace de tout lui enlever. S'il perd ici, il perd tout. Il lance un avertissement sévère, exigeant que le combat se termine immédiatement. Le garde observe Shin, notant à quel point il est un monstre dans le corps d'un enfant. Même après avoir subi de lourds coups, son visage ne montre aucune douleur, tandis que le garde a déjà épuisé sa force. Le garde se précipite avec un coup de pied, mais Shin esquive rapidement. Leurs coups de pied se heurtent en l'air avec une force explosive. Le garde serre les dents, incapable de croire qu'il ne peut pas le surpasser même avec toute sa force. Shin insiste, disant qu'il a laissé tant d'ouverture. Son talon s'abat, l'envoyant s'écraser contre le mur avec un impact dévastateur.
Koya regarde, incrédule, réalisant que leur force de frappe a été éliminée. Shin reste impassible alors que des voix crient qu'il a tué le garde le plus fort. Le reste des hommes reçoit l'ordre de le tuer et une grande récompense leur est promise pour cela. Ils se précipitent en avant, armes à la main. Shin attend calmement alors qu'ils se précipitent. L'un se jette avec une lame, mais Shin utilise la même arme pour blesser le garde. Il regarde droit devant alors qu'un autre frappe. Shin se faufile à travers le reste d'entre eux avec une précision impitoyable. Un garde tremble, réalisant que la force est loin d'être humaine. Alors que Shin s'approche, Koya hésite et demande à discuter. Puis Koya crie de fureur, sortant un pistolet de sa poche. Avant qu'il ne puisse finir, un couteau transperce son corps. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité alors que du sang s'écoule de sa bouche. Sa vision se brouille alors qu'il se demande s'il est vraiment battu par un étudiant. Il tombe mort au sol. Des murmures se répandent rapidement, confirmant que le grand patron a été tué. Hugo regarde avec incrédulité, réalisant que l'impossible a été accompli. Shin l'appelle et Hugo réalise ce qu'il doit faire. Il attire l'attention de tout le monde. En moins d'une semaine, il a réussi à traîner le grand patron en enfer. Il réfléchit à la façon dont Koya a détruit tout son bon sens. Il se tourne vers la foule et se présente, un voyou qui ciblait les enfants juste la semaine dernière. Il se souvient comment Shin a tenu sa promesse de l'élever au sommet. Il serre les dents et annonce qu'il est maintenant le nouveau patron. Ailleurs, la construction est en cours. L'un d'eux leur dit de se dépêcher pour éviter la colère de Nozo. Ils s'arrêtent lorsqu'ils entendent soudain des voix. Un groupe d'hommes en costume s'approche, exigeant le silence en se rapprochant. L'ouvrier les confronte, avertissant de ne pas interférer avec leur emploi du temps. L'homme sourit, écartant la préoccupation, et exige un paiement pour la protection. À l'intérieur de la pièce, Nozo est assis sur le canapé. Mina l'informe qu'un problème a éclaté sur un chantier lié au centre financier. Il rapporte que les voyous de Koya sont apparus le matin, exigeant des frais, puis battant les ouvriers. Nozo frappe du poing avec colère. Il crie qu'ils ont payé correctement et exige qu'il les appelle. Malgré les tentatives de contact, aucune réponse n'est venue. Mina lui dit que cela ne semble pas être une question d'argent puisqu'ils exigent sa présence. Il suggère de demander de l'aide au grand patron, mais Nozo refuse, ne voulant pas montrer de faiblesse pour de telles affaires. La pluie tombe sur le site alors que des voitures arrivent. Nozo descend. Merci sarcastiquement d'avoir fait le voyage. L'homme se moque de lui pour avoir amené tant d'hommes. Nozo va droit au but, demandant ce que Koya veut vraiment. L'homme jette son cigare, révélant que Koya n'est plus aux commandes. Les autres reculent sous le choc. Alors Nozo leur rappelle de se calmer. Le garde se prépare à annoncer leur patron actuel. À la surprise de Nozo, une silhouette familière s'avance depuis l'ombre. Hugo le salue, disant que cela fait longtemps. Nozo devine que Shin doit également être impliqué. La pensée est confirmée lorsque leurs regards se croisent, bien que Nozo admette qu'il n'a pas le temps de s'occuper de lui car le planning est déjà serré. Nozo exige de connaître la véritable raison de leur présence, si ce n'est pas pour l'argent. Hugo dit qu'il ira droit au but. Il déclare qu'il est là pour l'or qu'ils ont accumulé et la stupeur se lit sur le visage de Nozo. Il devient clair qu'Hugo a collecté de l'or, bien qu'il admette que ce n'est toujours pas suffisant. Nozo demande pourquoi il en accumule autant. Hugo écarte la question en disant que c'est un passe-temps, rappelant que respecter le calendrier devrait importer davantage à Nozo. Nozo demande combien ils sont prêts à les acheter. Hugo dit qu'il se trompe, ce qui provoque son choc. Il précise fermement qu'il ne le demande pas, il l'exige. L'atmosphère devient plus lourde alors que la pluie tombe plus fort. Nozo l'accuse d'être fou, de se comporter comme un salaud alors qu'ils ont été flexibles. Hugo le prévient qu'il connaît la valeur du terrain et que les retards causeraient des pertes énormes. Les yeux de Nozo s'écarquillent alors qu'il se demande qui est vraiment cet homme. Il insulte Hugo et ses hommes, disant que leurs tactiques font d'eux des parasites de la société. Les sourcils de Hugo se froncent à ce qu'il a entendu. La colère monte et Nozo les insulte davantage. Puis, il ordonne à ses hommes de les tuer tous. La bagarre éclate dans le chaos alors que les deux camps s'affrontent, les poings volant dans toutes les directions. Mina se précipite en avant. Son coup de poing est dirigé vers Hugo, mais avant qu'il ne puisse atteindre sa cible, Shin l'intercepte sans effort. En un éclair, Shin attrape Mina par le cou et le soulève du sol. Shin le regarde sombrement. Mina chancelle sous la pluie, demandant si Shin sait qui il est. Nozo s'avance, mais Hugo intervient et lui fait face. Hugo le saisit par la cravate, l'accusant d'être privilégié, tandis que lui-même s'est frayé un chemin à travers le sang et le risque. Mina retire la main de Shin de son cou. Il lance un coup de poing, mais Shin l'esquive. Il finit par être frappé à la place. Mina attrape son dos, mais Shin se dérobe. Shin glisse par derrière, puis Mina tombe, l'eau éclaboussant à l'impact. Nozo regarde avec incrédulité que Mina a été abattue. Nozo fixe le corps tombé et demande à Mina de se ressaisir. Shin lui dit qu'il ne sert à rien d'appeler une personne inconsciente. Pour quelqu'un comme Mina, qui a maîtrisé tous les arts martiaux, perdre ainsi est humiliant. Shin demande à Nozo ce qu'il compte faire maintenant. Ses yeux s'assombrissent alors qu'il devine le plan de Nozo de l'abandonner.
Les yeux de Nozo s'écarquillent, se demandant comment Shin savait ce qu'il pensait. Nozo essaie de rester calme et propose rapidement des conditions. Il promet de l'argent à Hugo en échange de Shin, qui a été une épine constante dans leurs pieds. Il dit à Hugo qu'il peut faire en sorte que n'importe quoi se réalise, alors qu'il n'hésite pas à fixer son prix. Mentalement, il prévoit de les monter l'un contre l'autre et de les pousser tous les deux à la mort. Shin ricane, voyant à travers sa manipulation. Il dit qu'entendre la voix de Nozo le rend malade. Nozo panique et appelle quelqu'un pour arrêter Shin. Plus tard, la pluie continue de tomber alors que les voitures s'alignent dans la rue. Hugo demande si c'est la bonne décision de laisser Nozo là. Shin confirme qu'il ne mourra pas. Il n'y a pas moyen que Shin le laisse mourir si facilement. Le feu passe au rouge au-dessus de la rue. Hugo demande si Nozo donnera vraiment l'argent et Shin le confirme, disant que le projet compte plus pour Nozo. Hugo souligne à quel point il semble bien connaître Nozo. Shin esquive et lui demande s'il a fait le travail qu'il lui a demandé. Hugo dit qu'il a trouvé l'entrepôt exact que Shin voulait. Puis Hugo remet une carte chargée avec les fonds de l'organisation. Shin demande combien il y a dessus. Hugo précise qu'il y a 1 million disponible immédiatement. Shin réfléchit à la nécessité de commencer à stocker des fournitures. Il ouvre son inventaire, réalisant qu'il est toujours bloqué au niveau 3. L'inventaire actuel est seulement de la taille d'un bagage à main, bien trop limité pour stocker l'argent qu'ils ont rassemblé. Il décide de le faire passer directement au niveau 10. Shin regarde autour à la recherche d'un domaine. Il dit à Hugo d'arrêter la voiture. Le véhicule s'arrête alors qu'il se prépare à descendre. Lorsqu'on lui demande s'il a besoin d'aide, Shin écarte la question en disant qu'il va bien. Il explique que récupérer l'argent de Nozo est la priorité absolue et demande à Hugo de le garder dans l'entrepôt. Shin sort sous la pluie. Il remarque quelqu'un de familier dans la foule. Il murmure son nom, surpris de la voir ici. Puis, il voit Kira, le médecin senior, l'attendre. Il en conclut qu'il prévoit une réunion. Ses yeux s'assombrissent, inquiets pour elle. Pendant ce temps, Nozo reste dans une chambre VIP à l'hôpital. Il s'emporte en disant qu'il ne s'est jamais senti aussi humilié auparavant. Son groupe l'entoure en écoutant. Aisha confirme que leur plan est utilisé comme levier pour leur extorquer de l'argent. Mina ajoute que le vrai problème est l'étudiant puisqu'il connaît même son nom. Elle se demande si le fait que leur nom soit reconnu est naturel étant donné leur position. Il n'est pas d'accord, disant qu'il a ressenti de l'hostilité dès le début. Il dit qu'ils remettront l'argent, surprenant les autres, mais il les rassure rapidement, disant que c'est seulement temporaire et qu'ils le récupéreront finalement. Son ton devient plus sombre, jurant de reprendre non seulement l'argent, mais aussi leur vie. Dans un café, un dossier est glissé sur la table avec les données promises. Natsu s'excuse, reconnaissant l'effort qu'il a fallu pour le livrer. Kira refuse de le donner gratuitement et se plaint du fardeau de son absence qui lui est imposé. Elle s'excuse à nouveau, disant qu'elle a seulement besoin de récupérer ses données de recherche et que Kira peut garder son salaire. Il prétend ne pas être intéressé par l'argent, mais vouloir sa beauté à la place. Elle est stupéfaite, incapable de croire ce qu'elle vient d'entendre. Elle refuse, disant qu'elle ne se soucie que de sa recherche et il lui demande d'y renoncer. Elle réplique, disant qu'il n'a pas le droit de prendre sa recherche. Il se penche, se vantant de sa position et de ses relations, laissant entendre clairement qu'elle ne peut pas le battre. Sa colère monte alors qu'elle se demande pourquoi il la harcèle ainsi. Il lui dit d'obéir tranquillement, invoquant même sa défunte mère comme levier. Cela la fait craquer et elle lui jette un verre au visage. La fureur brûle dans ses yeux alors qu'elle le prévient de ne plus parler de sa mère. Il se lève en colère, essayant de la gifler. Elle ferme les yeux pour découvrir que Shen arrête l'agression. La foule jette un coup d'œil à l'agitation. Elle demande pourquoi Shin est apparu et il lui dit de lui laisser faire. Kira grince des dents, déconcertée par la force d'un lycéen. Kira ricane, l'accusant d'avoir démissionné à cause de Shin. Shin intervient froidement, demandant combien d'argent il veut en échange des données. Kira repousse la main de Shin. Kira ricane, traitant Shin de voyou essayant de jouer les héros, mais déclare qu'il va se prêter à son arrogance. Kira exige soudainement 10 millions de yens et elle halète d'incrédulité face à ce chiffre absurde. Autour du café, d'autres murmurent d'incrédulité. Shin regarde droit devant, impassible. Kira essuie ses lunettes avec suffisance, leur disant de ne pas lui faire perdre son temps s'ils ne peuvent pas payer. Shin demande les coordonnées bancaires. Kira ricane et se moque encore, promettant même de se mettre à genoux si cela arrive. La foule bavarde, pensant que le garçon est imprudent. Puis le téléphone de Kira vibre avec une confirmation de transfert de 11 millions de yens déposé. Shin déclare que le transfert est terminé et dit que le million supplémentaire est une compensation pour le café renversé et le nettoyage à sec. Les spectateurs sont sans voix, chuchotant si Shin vient d'une famille puissante. Kira serre la mâchoire, réalisant qu'il est acculé, humilié d'être forcé de s'excuser. Shin le presse, lui rappelant la promesse qu'il vient de faire devant tout le monde. Kira tremble, incapable de revenir sur sa parole avec tant de regards sur lui. Il finit par baisser la tête et pousse maladroitement le dossier en avant, balbutiant des excuses en le rendant. Elle le regarde avec surprise. Plus tard, les deux marchent côte à côte dans un centre commercial animé. Shin demande ce qu'elle a en tête. La frustration de Natsu déborde alors qu'elle se défoule, incapable de comprendre pourquoi il dépenserait autant d'argent si facilement.
Shin lui assure qu'il ne le laissera pas utiliser l'argent. Elle s'excuse d'avoir agi seule, sans rien dire, et il lui conseille de prendre des alliés avec elle à l'avenir. Elle propose de continuer à faire du shopping. Dans un magasin, ils marchent entre les rayons en parcourant. De l'extérieur, Amen et son ami reconnaissent Shin. Elle fait remarquer que la femme à côté de lui est superbe, se demandant à voix haute si elle pourrait être une sorte de sugar mommy. Elle chuchote sur le fait que le magasin est cher et note que c'est lui qui a payé. Kira est toujours furieux en marchant, furieux d'avoir été humilié par un stagiaire et un lycéen. Il lance une canette et elle s'arrête. Hugo l'appelle mais Kira l'ignore. Hugo insiste moqueusement, disant qu'il va lui apprendre à utiliser les millions qu'il vient de recevoir. Dans un autre magasin, il parcourt les étagères remplies de soins de la peau et de cosmétiques. Natsu admet qu'elle ne peut pas ignorer ce genre de choses, tandis qu'il l'observe avec amusement. Le téléphone de Shin sonne soudainement, attirant leur attention. Hugo annonce avoir récupéré l'argent ainsi que ses biens. Elle l'encourage et lève un pouce. Avant que Shin ne puisse répondre, une voix l'appelle. Amen et son ami s'approchent, les saluant avec une fausse gaieté. Shin plisse les yeux, demandant ce qu'elle veut. Amen essaie d'arranger les choses, agissant de manière apologétique tout en se félicitant intérieurement de la réussite de son jeu. Il s'avère que sa question était dirigée vers Natsu, ignorant complètement Amen. Son ami murmure, remarquant à quel point son attitude est différente par rapport à avant. Amen s'avance audacieusement, se pressant contre lui en demandant ce qu'il achète. Shin la repousse immédiatement, disant que son comportement est dégoûtant. Amen réagit avec choc, incapable de croire qu'il l'a rejeté si brutalement. Frustrée, elle s'emporte, affirmant qu'il devrait être reconnaissant qu'elle lui ait même accordé de l'attention. Elle se tourne directement vers Natsu, la prévenant de ne pas s'approcher trop près de lui. Amen insiste sur le fait qu'il n'est qu'un étudiant fauché qui a déjà gaspillé son argent plus tôt. Un employé de magasin pousse un autre à s'approcher du tumulte, puisque c'est son premier jour. Elle accepte à contre-cœur, bien que contrariée. L'employé regarde Shin, notant qu'un étudiant comme lui ne pourrait rien se permettre dans leur magasin. Elle s'approche et leur dit de s'abstenir de crier. Amen intervient, disant que ce n'est pas un magasin pour les pauvres. Elle ordonne à Shin de remettre les articles et de partir. Mentalement, la vendeuse pense qu'il pourrait acheter ne serait-ce qu'un seul article. Elle soupire à la place, mais Shin déclare qu'il achètera tout dans le magasin. Le visage de la vendeuse se déforme de choc. Les deux filles se figent également de stupeur. Shin ajoute nonchalamment qu'il prendra aussi tout ce qui est en stock et insiste pour payer par carte. La vendeuse fixe la carte avec incrédulité, peinant à traiter la demande. Elle s'excuse nerveusement, disant qu'elle va vérifier avec le responsable. Shin explique que l'argent va bientôt perdre sa valeur et que les provisions sont la seule chose qui vaut la peine d'être possédée. Amen s'avance, le traitant d'imprudent pour avoir agi par orgueil blessé, mais il lui dit que cela n'a rien à voir avec elle. Son ami se penche et chuchote que Shin pourrait être sérieux, suggérant qu'une excuse pourrait arranger les choses. Pendant ce temps, le personnel précise que sa commande inclut effectivement tout, même le stock de l'arrière-boutique. La caissière commence à taper pour traiter l'achat massif. 20 minutes plus tard, l'employé révèle le montant stupéfiant, plus de 120 millions de yens, même après une remise du manager. Les filles s'effondrent presque de choc face à la somme absurde. Shin signe les papiers sans hésitation. Il remet une adresse en demandant que tout soit livré là-bas. L'amie d'Amen l'appelle par son nom. Elle lui demande de faire preuve de clémence et insiste sur le fait qu'Amen s'est juste laissé emporter. Amen baisse les yeux et s'excuse, admettant qu'elle a réagi ainsi parce qu'elle avait des sentiments pour lui. Il ne montre aucun intérêt, la rejette complètement, puis se tourne pour partir avec Natsu à ses côtés. Alors qu'ils s'éloignent, le personnel leur dit au revoir. Natsu commente que dépenser autant semble impressionnant, se demandant s'ils devraient sécuriser plus de fournitures tant qu'ils le peuvent. Soudain, ses yeux s'aiguisent, alors qu'il ressent quelque chose d'inhabituel. Il lui dit de rentrer chez elle avant lui, mais elle demande pourquoi. Un domaine spécial de niveau 15 est apparu, écourtant leur sortie shopping. Il se dit que même les domaines de niveau 15 ne posent plus de défis. Le sol est jonché de cadavres alors qu'il s'approche de la maison sûre. Il sort du domaine et son téléphone vibre immédiatement. Il répond à l'appel. Hugo rapporte que l'argent de Nozo est arrivé, alors Shin lui ordonne de le déposer et de suivre la liste de courses qu'il fournira. Shin se prépare à raccrocher. La ligne se coupe alors qu'il disparaît de son emplacement. Un garde balaye le bâtiment vide, se demandant s'il a vu une personne. Hugo vérifie son téléphone et réalise qu'il essaie d'acheter toute la ville. Shin note que l'argent et les fournitures sont déjà sécurisés et qu'il n'a qu'à se soucier des cristaux magiques. Shin s'arrête dans la rue, sentant quelque chose. Il voit un autre domaine et se demande si la fréquence croissante est due à la fin qui approche. Un jour avant la fin, Masa et Natsu se demandent pourquoi Shin a disparu depuis un mois. Elles s'inquiètent de ne pas l'avoir vu depuis leur sortie shopping et se demandent s'il est arrivé quelque chose. Des pas s'approchent et une voix familière la salue après une longue absence. L'arrivée soudaine de Shin choque les autres, qui l'appellent avec surprise. Shin leur dit de se préparer car ils vont sortir. Ils le regardent avec confusion.
Plus tard, ils arrivent à un entrepôt. Hugo les salue et ils se précipitent après lui. Hugo explique comment il a voyagé à travers les villes pour tout rassembler. Il ouvre la porte et les fait entrer. Leurs yeux s'écarquillent de stupeur en entrant, confrontés à des rangées infinies d'étagères. Hugo explique que tout ce qui est sur la liste a été stocké ici, bien que ce ne soit qu'une partie. De l'eau, de la nourriture, de l'essence, des générateurs et des nécessités quotidiennes remplissent l'endroit, suffisamment pour que de nombreuses personnes survivent à vie. Il demande comment Shin prévoit de tout stocker, mais Shin ne parle que de l'argent. Shin réfléchit aux jours passés à nettoyer des domaines sans repos. Ses efforts ont élargi sa capacité d'inventaire au niveau 40, suffisant pour tout stocker. Shin avance, leur disant de regarder attentivement. En un instant, des piles de lingots d'or se déversent sur le sol. Il invoque un cube d'énergie lumineux et commence à absorber l'or. Les lingots commencent à disparaître. Massa panique, se demandant pourquoi l'or disparaît. Un espace virtuel massif apparaît, montrant un inventaire de stockage de la taille de 2 terrains de basket. Ils regardent avec stupéfaction, incapables de croire ce qu'ils voient. Shin met simplement un doigt sur ses lèvres, leur disant de rester silencieux et de regarder. Puis, il s'éloigne soudainement, les déconcertant. Shin prend une boîte, disant qu'il expliquera une fois cette tâche terminée. Il active son pouvoir et commence à ranger la caisse à l'intérieur. Il leur dit qu'il n'y a plus de temps et que ce qu'il dit à partir de maintenant est à eux d'accepter ou de rejeter. À minuit, la fin arrivera, un monde rempli de zombies et de domaines où l'humanité n'aura d'autre choix que de se battre. Il explique que l'or est l'un des matériaux nécessaires pour agrandir le stockage. C'est pourquoi il leur a demandé de le rassembler. Il ne reste qu'une demi-journée et il leur dit de se préparer. Le poids de ces mots les choque, mais Shin précise que croire est leur choix. Puisqu'ils l'ont aidé, Shin s'assure qu'ils auront suffisamment de provisions pour résister aux premières étapes de la faim. Hugo hoche la tête. Ils commencent à tout charger dans les camions et une fois le travail terminé, Shin leur dit de se dépêcher de rentrer chez eux et de se préparer. Hugo le remercie, admettant qu'ils ne se connaissent pas depuis longtemps, mais qu'il lui fait confiance. Shin répond simplement de rester en vie. En les regardant partir, Shin rappelle à Natsu qu'ils ont encore du travail. En s'éloignant, il remarque qu'elle veut dire quelque chose. Elle demande pourquoi il a gardé son inventaire secret et pourquoi il a éloigné les autres, alors qu'ils auraient pu rester ensemble. Il lui dit que les humains peuvent être plus dangereux que les zombies. Il continue en disant que si elle s'accroche à des idéaux doux, il vaut mieux se séparer ici. Elle reste silencieuse un moment avant de commencer à marcher. Il lui dit qu'elle pourrait au moins hésiter un peu, mais elle se précipite en avant, insistant qu'il n'y a pas de temps à perdre. Plus tard, il attend dehors alors que la porte s'ouvre. Elle avance vêtue d'une nouvelle tenue, disant que c'est sa façon de montrer sa détermination. Avec une minute restante, il lui rappelle que c'est la dernière chance de respirer avant que tout ne soit couvert de sang. Le compte à rebours commence, se rapprochant de 0. La dernière seconde tombe et la fin arrive à travers la ville. Anali, un homme court désespérément, criant à l'aide. Il tombe, acculé par des zombies. Ses cris résonnent avant d'être engloutis par la foule. La nouvelle des piliers de lumière et des nuées de cadavres apparaissant dans le monde entier se répand rapidement. Elle voit la diffusion et réalise que tout ce qu'il a dit était vrai. Les forums en ligne explosent de discussions, certains parlant de zombies, d'autres rejetant cela comme des rumeurs, tandis que la peur et la confusion se propagent à travers chaque commentaire. Elle se tourne vers Shin en quête de réponse, mais il lui dit de se concentrer et d'ouvrir son inventaire. Un écran lumineux apparaît devant elle et elle le regarde avec incrédulité. Il lui tend des cristaux, lui disant de les utiliser pour augmenter rapidement son niveau. Elle examine l'écran lumineux, incertaine de ce qui va suivre. Il s'arrête devant sur sa moto, lui disant de monter. Les deux filent sur la route et il explique qu'ils vont trouver un domaine spécial. Elle questionne le moment, s'accrochant plus fort alors qu'ils avancent à toute vitesse. Il lui rappelle qu'ils ont des informations que personne d'autre n'a et que bouger en premier est le seul avantage. Il promet d'atteindre le Grand Chelem avant tout le monde, peu importe le coût. Il dit qu'ils sont proches. Elle remarque la lumière et il dit que c'est leur destination. Elle regarde nerveusement, réalisant qu'il se dirige droit vers elle. Il lui dit de s'accrocher fermement alors qu'il plonge plus loin. Elle ouvre les yeux alors qu'ils déclarent leur arrivée. Elle remarque que la ville a l'air différente et il confirme qu'ils sont entrés dans un domaine spécial. Il explique que ce qu'ils ont vu briller en rouge est en fait un monde différent, superposé à la réalité. Il lui dit qu'ils devraient continuer à avancer, notant qu'il y a aussi d'autres personnes autour. À proximité, des civils bloqués parlent de la lumière rouge qui est apparue alors qu'ils voyageaient. Une femme jette un coup d'œil dans leur direction, réalisant qu'ils ne sont pas seuls. Le groupe les remarque, se demandant s'ils sont des étudiants et notant qu'ils n'étaient pas dans le bus plus tôt. L'un d'eux l'interpelle, le faisant se retourner avec surprise. Il reconnaît leur visage et réalise qu'ils sont camarades de classe. L'un des autres interrompt, disant que les détails importent moins que de comprendre ce qui se passe. Ensemble, le groupe essaie de rassembler les éléments, se demandant si entrer dans la lumière rouge semble les avoir piégés dans cette montagne. L'homme, Tetsu, se présente comme un entraîneur, tandis que son élève, Kana, explique qu'ils sont venus ici pour s'entraîner. Les deux étudiants partagent leurs noms, Goda et Akira, tandis que le chauffeur de bus est Iga.
Natsu et Shin se présentent également. Tetsu murmure qu'il devra prendre le commandement et ordonne à Higa de vérifier le bus. Shin pointe du doigt un zombie devant. Il grogne et se jette en avant. Il panique alors qu'il se précipite vers eux. Le zombie attaque Higa. Tetsu intervient et le frappe au loin. Il le renverse au sol. Pendant un instant, tout le monde se demande s'il est vraiment mort. Le soulagement ne dure qu'une seconde avant que le monstre ne bouge à nouveau. Son cou brisé se remet en place, guérissant sous leurs yeux. Tetsu lutte avec lui, le qualifiant de dégoûtant. En un instant, une lame traverse sa tête. Tout le monde se tourne vers Shin avec des yeux écarquillés. Tetsu réalise que Shin avait un couteau tout ce temps. Alors que Shin récupère son couteau, il explique calmement que la tête doit être détruite et leur rappelle de trouver des armes. Ils fouillent dans le bus, mais deviennent frustrés. Tetsu fracasse un siège de colère, jurant qu'il n'y a pas d'armes nulle part. Higa leur dit de chercher plus attentivement, puisqu'il devrait y avoir des kits d'urgence. Il interpelle Shin, demandant s'ils peuvent parler. Pendant ce temps, Akira reproche à Tetsu son changement d'attitude. Soudain, une fois qu'il a réalisé que Shin avait un couteau, il commence à chuchoter à propos de Shin portant une arme. Akira explique qu'il agit différemment depuis qu'il traîne avec des délinquants, n'étant plus l'enfant harcelé qu'il était autrefois. Tetsu se tourne vers Higa et demande si le bus fonctionnera, mais il dit qu'il n'y a plus de carburant. Tetsu suggère qu'ils sortent tous pour discuter du prochain plan. Goda demande pourquoi Akira a mentionné Shin et il explique que se mettre Tetsu dans la poche est la clé. Tout le monde sort du véhicule. Ils commencent à parler de l'état du bus, disant qu'il est à court d'essence et en panne. Higa dit qu'il peut gérer la panne et qu'une station-service à proximité pourrait avoir ce dont ils ont besoin. Le groupe débat de se diviser en deux équipes, l'une pour obtenir de l'essence et l'autre pour soutenir les réparations du bus. Goda et Akira se portent volontaires pour rester et aider aux réparations, ne voulant pas risquer leur vie. Tetsu assigne Natsu et Shin pour trouver de l'essence, insistant que c'est à cause de leurs armes. Kana se propose, voulant les rejoindre puisqu'elle connaît bien la région. Tetsu accepte, décidant de rester en arrière, car c'est plus sûr. Ils commencent à s'éloigner et Tetsu les avertit d'être prudents. Les trois marchent ensemble dans les rues. Natsu remercie Kana de les avoir rejoints, disant que cela rend les choses plus faciles. Il s'arrête soudainement, sentant quelque chose devant. Kana demande ce qu'il ressent et il répond calmement qu'ils sont déjà là. Une horde de zombies émerge de l'ombre. Il offre la lame à Kana, ce qui la fait hésiter. Shin lui dit d'arrêter de tergiverser et de se préparer. Kana serre le couteau nerveusement, demandant ce qu'il compte faire, mais elle remarque déjà qu'il tient une autre lame. Shin indique leur point faible, lui disant de frapper aux yeux, aux tempes ou au cou. Il leur dit de bien regarder. Il explique que leurs mouvements sont simples et qu'il suffit de timing et de position. Il en saisit un par la tête et enfonce la lame directement dans son point faible. Il explique que les zombies au stade initial sont faciles à abattre. Il regarde, secoué par la facilité avec laquelle il l'a fait. Il les encourage à essayer eux-mêmes. Un zombie se jette sur Natsu. Elle trébuche et se retrouve coincée sous le monstre. Elle halète de terreur. Il la prévient sombrement qu'une seule morsure la transformera en l'un d'eux. La peur monte alors qu'elle se fige sur place, le cœur battant. Elle se rappelle de viser leur point faible si elle veut survivre. Elle frappe avec précision, tranchant les yeux du zombie. Puis, elle enchaîne avec son coup. La créature s'effondre sur elle, sans vie, alors qu'elle le repousse et reprend son souffle. Elle se redresse et regarde devant elle. À proximité, il continue à abattre les ennemis les uns après les autres, mais d'autres se rapprochent. Shin esquive une attaque. Sans hésitation, il porte un coup fatal à la gorge. Ils regardent avec stupeur, réalisant qu'il les a gérés tout seul. Il chuchote, incrédule, incapable de comprendre comment il peut se battre avec une telle habileté. Il achève le dernier des zombies dans la zone. Les filles commencent à s'approcher, louant ses compétences. Il leur dit franchement qu'elles ont besoin d'un meilleur entraînement physique et que les excuses ne les sauveront pas contre les monstres. Natsu chuchote, demandant à quel point il était fort dans sa vie passée. Il s'arrête net. Natsu s'arrête lorsqu'elle l'entend dire qu'il était l'humain le plus fort vivant. Il reprend son rythme et leur demande d'accélérer. Pendant ce temps, des zombies entourent le bus. La panique monte alors qu'ils se pressent contre les fenêtres. Un zombie apparaît aussi devant le bus. Tetsu crie à tout le monde de rester en formation et de ne laisser aucun d'entre eux pénétrer dans le bus. Akira se demande comment ils sont censés les repousser sans armes. Gota se demande pourquoi ils ne sont pas en sécurité avec le groupe de Tetsu. Il interpelle Tetsu, disant qu'il est censé les protéger. Si Akira avait su que cela arriverait, il serait allé avec Shin. Tetsu attrape Akira par le col et lui demande de suivre Shin s'il est si pressé. Terrifié, Akira supplie. Gota intervient, questionnant le traitement cruel. Il se fige quand on lui demande s'il préfère prendre la place d'Akira. Gota s'excuse, mais Tetsu est d'accord avec ce qu'il a dit plus tôt sur la protection des autres. Il jette Akira dehors comme appât pour les éloigner. Les zombies se tournent vers le bruit. Le désespoir emplit les yeux d'Akira alors qu'il crie pour qu'il s'arrête. La horde se rapproche, griffant et mordant de tous côtés.
À l'intérieur, ils regardent avec horreur en entendant ces appels à l'aide. Tetsu exige que le bus soit réparé immédiatement, disant que ce qu'il a fait est pour leur bien. Il les maudit encore, les jugeant inutiles. Pendant ce temps, alors qu'ils marchent, Kana commence à se demander ce qui se passe dans le bus. Natsu l'appelle par son nom, mais elle ne bouge pas. Après un certain temps, elle sort de sa torpeur et on lui demande à propos de la station-service. Shin avertit que la route devant sera probablement remplie de plus de monstres. Il les exhorte à avancer, réalisant que les choses pourraient empirer dans le bus. Ils acquiescent et suivent. Alors qu'ils marchent, ils remarquent quelque chose d'étrange. Il n'y a pas de mission spéciale cette fois et ils se demandent si c'est parce qu'il y a d'autres personnes autour. Ils arrivent à leur destination. Une nuée de zombies remplit la zone devant. Il met de côté ses pensées et décide que nettoyer cet endroit est la priorité. De retour dans le bus, les autres luttent encore. Iga assure à Tetsu que ça fonctionnera tant qu'ils auront de l'essence. Gota annonce le retour de la horde. Il aperçoit aussi Akira, qui s'est déjà transformé. Ils sont de nouveau entourés, coupés, sans échappatoire. Gota réalise ce que Tetsu pense. Gota suggère de jeter le conducteur dehors, la peur le poussant à supplier pour sa vie. Iga souligne son importance, disant qu'il est le seul à savoir conduire le bus. Tetsu est d'accord, disant à Gota qu'ils n'ont pas d'autre choix que de le sacrifier. Tetsu avertit Gota de ne pas gaspiller sa force ici, puisque les autres peuvent revenir. Alors qu'il court dehors, les yeux de Tetsu s'assombrissent en lui disant que c'est sa faiblesse qui l'a conduit là. Gota crie à l'aide alors que les zombies l'encerclent. Ils l'ont regardé courir pendant environ 10 minutes, et le groupe avec l'essence n'est toujours pas revenu. Iga dit qu'à ce rythme, les 2 enfants seront morts pour rien. Tetsu le saisit, insistant qu'il l'a fait uniquement pour le protéger. Pourtant, Tetsu reconnaît la vérité de ce qu'a dit Iga. Dehors, Gota continue de fuir les monstres. Il trébuche sur une pierre, le faisant chanceler. Il les supplie d'arrêter alors qu'ils l'entourent. L'un d'eux se jette avec les mâchoires ouvertes. Juste avant que la morsure n'atteigne, une lame scintille, tranchant le zombie. Les autres arrivent à temps, ce qui le soulage. Gota s'accroche à Shin, suppliant de l'aide. Gota leur dit qu'Akira s'est transformé en zombie et commence à expliquer davantage. Tetsu intervient, disant que les 2 enfants ont attiré les zombies pour gagner du temps. Il crie à tout le monde de le remplir rapidement avant qu'ils ne perdent la chance de s'échapper. Gota se tourne vers lui furieusement, disant aux autres la vraie vérité. Les 2 filles réagissent furieusement. Tetsu rejette ces accusations, disant qu'il n'est pas différent de vouloir que Shin meure en allant chercher de l'essence. Gota balbutie, disant qu'il était contre les idées d'Akira. Gota soutient que c'est la faute de Shin de ne pas avoir laissé son arme derrière. Natsu le fixe, peu convaincu par ses excuses. La frustration monte alors que le groupe se dispute, tandis que les zombies continuent de presser contre le bus. Tetsu remarque quelque chose et ses yeux s'écarquillent. Il aperçoit l'arme dans la main de Kana et réalise qu'ils peuvent refaire taire les autres. Tetsu appelle Kana pour qu'elle apporte les armes et l'essence. Natsu se tourne vers Kana, lui demandant si elle est venue pour cette raison. Kana l'admet, disant qu'elle avait prévu de les lui donner. Mais elle regarde Shin et refuse de les remettre. Tetsu éclate de colère, disant à Kana que Shin ne les aidera pas. Kana demande à Tetsu de s'excuser auprès de tout le monde tout en garantissant la force de Shin. Tetsu rétorque avec mépris, refusant de confier sa vie à un gamin. Il commence à penser que quiconque se met en travers de son chemin devrait être tué. Une mission spéciale apparaît soudainement, instruisant Shin d'éliminer ceux qui ont des intentions meurtrières. Les yeux de Shin brillent, alors qu'il les avertit que tuer des humains dans le domaine ne laisse aucune trace. Il réalise que la première mission après l'apocalypse est d'éliminer un humain. Ils commencent à se disputer sur ce qu'il faut faire. Shin s'avance calmement au milieu du chaos, des zombies l'entourant. Il traite la mission, réalisant que l'ordre ne concerne pas seulement les morts vivants, mais aussi les humains. Tetsu regarde avec incrédulité, réalisant que les morts vivants ont été éliminés plus vite qu'ils ne pouvaient réagir. Depuis le bus, il regarde en silence, stupéfait. Shin s'approche lentement, puis il dit simplement qu'il est venu seulement pour tuer. Tetsu se glisse derrière le conducteur. Il rit, se moquant que Shin ne peut plus le toucher maintenant. Iga lui lance un avertissement, lui disant de se comporter puisqu'il est le seul à pouvoir faire avancer le bus. Sans prévenir, Shin cogne leur tête ensemble. La tête de Tetsu recule brusquement et Shin apparaît juste devant lui. Il est acculé alors que Shin s'approche. Paniqué, Tetsu implore pour sa vie, jurant qu'il obéira dorénavant. Shin dit que c'est probablement ce que les autres lui ont dit aussi. Pourtant, il n'a pas écouté. Tetsu tremble, réalisant avec horreur que son intention meurtrière est réelle. Tetsu se lève et essaie de partir pour chercher de l'aide. L'instant d'après, il est projeté à travers le bus. Tetsu supplie à nouveau, insistant qu'il n'y avait pas d'autre choix dans cette situation. Shin le regarde avec colère, disant qu'à cause de gens comme lui, tuer des humains est plus facile que des zombies. Shin dénonce son égoïsme, soulignant que la trahison est la tactique habituelle de Tetsu. Shin dit que si des gens comme lui sont autorisés à vivre, il y aura seulement plus de victimes. En un instant, Tetsu tombe mort au sol. Une notification s'affiche, confirmant la fin de la mission spéciale. Le carburant commence à se connecter au bus.
Kana se prépare alors qu'un zombie s'approche, mais sa voix l'interrompt, lui disant de rester concentré sur le ravitaillement. Kana leur dit que c'est plein. Iga monte à son siège et se prépare à tester le moteur. Tout le monde retient son souffle, attendant que le bus rugisse à la vie. Iga supplie pour qu'il démarre alors que plus de zombies s'approchent. Un soulagement envahit le groupe lorsqu'il réalise que cela a fonctionné. Des acclamations éclatent à l'intérieur alors qu'ils demandent à tout le monde de monter rapidement. Iga crie à tout le monde de s'accrocher fermement. Le bus rugit en avant. Les zombies se rassemblent derrière, poursuivant à une vitesse terrifiante. Gota lui demande de se dépêcher car les zombies rattrapent. Iga dit que le moteur est endommagé et ne peut pas aller plus vite. La peur s'installe alors que Kana réalise que leurs efforts pourraient échouer après tout. Shin suggère d'utiliser Tetsu comme appât pour gagner du temps. Il raisonne que Tetsu est déjà mort de toute façon. Le bus devient silencieux alors que le plan se déroule. Gota dit que cela pourrait aussi aider Akira à se reposer plus facilement. Le corps de Tetsu est jeté à la horde qui poursuit. Depuis le bus, Gota regarde en arrière leur succès. Le bus avance. Natsu s'approche de Shin et s'excuse. Elle réalise qu'elle l'avait jugé injustement pour son comportement envers Hugo et les autres. Elle réfléchit à la cruelle vérité de la survie, que les gens abandonneront les autres sans hésitation si cela signifie vivre un jour de plus. Shin admet qu'elle a compris rapidement, mais la prévient que les choses vont changer à partir de maintenant. Il lui dit que ce qu'elle a vu aujourd'hui n'est que le début, et qu'à partir de maintenant, la véritable épreuve commence. Il explique que la confiance n'a pas de sens et que la seule personne qui peut te sauver, c'est toi-même. Pendant ce temps, Iga remarque soudain quelque chose sur la route devant. Tout le monde lève les yeux pour voir une immense porte lumineuse se dresser devant eux. Le groupe descend du bus. Ils hésitent, encore incertains de ce que c'est. Shin explique que s'ils veulent quitter le domaine, ils devront entrer. Il dit que le portail se fermera 5 minutes après une entrée, et ne pas entrer signifiera se transformer en zombie. Shin passe ensuite, suivi de Natsu. À l'intérieur, il explique que les 7 boîtes sont le butin de leur groupe. Parmi eux, 7 sont entrés, mais 2 sont morts en chemin, ce qui signifie que le butin restant sera partagé entre eux. Il avertit que certaines personnes, les exécuteurs, essaieront de tout s'approprier. Dehors, il se demande s'ils doivent prendre le risque d'entrer. Kana s'avance, disant qu'elle a décidé de lui faire confiance. Les deux se regardent. Natsu la salue de l'autre côté. Kana dit qu'elle est venue parce qu'elle leur fait confiance. Shin jette un coup d'œil en arrière avec un petit sourire. Peu après, tout le monde est présent. Shin leur demande d'ouvrir les boîtes de butin qu'ils ont chacune reçues. Il leur dit que les objets se transfèrent instantanément dans leurs inventaires et qu'ils sont destinés à monter de niveau. Ils acclament, soulagés d'avoir vraiment survécu. Kana s'approche de Shin, demandant si elle peut obtenir ses coordonnées. Il la regarde, confus par la demande soudaine. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone s'allume avec un appel entrant d'Omine. De retour au laboratoire, Natsu s'étire, grognant à quel point c'était épuisant de combattre des hordes de zombies. Elle fait remarquer que moins de 10 minutes se sont écoulées en réalité, malgré la durée ressentie à l'intérieur du domaine. Shin explique comment le temps s'écoule différemment entre les domaines et le monde réel, et même entre les domaines eux-mêmes. Il lui dit de se reposer pendant qu'il part à la recherche d'un nouveau. Elle l'appelle doucement par son nom. Elle hésite, mais le prévient d'être prudent, et il lui rappelle la même chose. Elle baisse les yeux vers ses mains, frustrée de ne pas être encore assez forte. Shin prend l'ascenseur, son esprit déjà concentré sur la prochaine mission. Comme les missions spéciales peuvent cibler des humains, il décide de ne pas entrer dans un domaine avec Natsu. Son téléphone sonne à nouveau. Le nom d'Omine s'affiche sur l'écran. Il soupire, agacé qu'elle ait déjà appelé plus de 20 fois. Dans sa chambre, elle devient frustrée. Elle continue d'essayer, convaincue que quelqu'un comme lui doit être utile dans un monde comme celui-ci. Mais le numéro s'éteint soudainement, les laissant agacés et méfiants. Il trouve un nombre croissant de zombies. Il s'attend à ce qu'un domaine de 2e niveau approche bientôt. Il se précipite dans la ville, ses poings brisant des os alors qu'il traverse les morts vivants. Un faisceau cramoisi traverse le ciel et il réalise que le domaine se connecte. Il passe en flèche et se lie à un autre portail. Son téléphone commence à briller alors qu'il termine un appel. Elle jure à voix basse, se plaignant de l'interruption, tandis que son ami remarque quelque chose d'inhabituel. L'immeuble s'illumine de lumière rouge. Elle se retrouve soudain dans une grande salle, entourée d'autres personnes. Elle regarde autour d'elle, reconnaissant l'entrée de son immeuble, bien qu'elle ait été dans sa chambre quelques instants auparavant. Un groupe d'hommes se tient devant elle, leurs yeux posés sur elle. Les filles s'énervent toutes les deux, les accusant de les fixer. Les hommes murmurent entre eux, mais un homme s'avance et leur demande de se calmer. Il se présente comme Moto et explique que les événements étranges ont été couverts dans les actualités et qu'ils doivent être à l'intérieur de ce qu'on appelle un domaine. Les autres commencent à donner leur nom et leur chambre. Un mélange de gardes, d'hommes au chômage et même un streamer. Les filles disent aussi leur nom.
Puis l'un d'eux signale une autre présence à proximité. Il se présente comme Shin. Omin pousse un cri de surprise en entendant le nom, exigeant de savoir pourquoi il est là. Shin est immédiatement interrogé sur sa présence dans le bâtiment, et il envisage d'expliquer mais trouve cela ennuyeux. Shin affirme alors qu'il est seulement venu voir son camarade de classe, ce qui surprend Omin. Moto insiste pour connaître la vérité, et Omin le confirme. Elle avertit Shin qu'elle ne lui pardonnera pas si facilement, même s'il est romantique. Un homme les ignore, disant qu'il n'a pas de temps pour leurs bêtises, et se dirige vers la porte. Au moment où il l'ouvre, une tempête de neige violente le frappe. Le groupe lutte contre le vent glacial, perplexe qu'un tel temps existe en été. Moto ordonne de fermer la porte avant qu'ils ne gèlent tous. Une fois qu'elle se referme violemment, Omin regarde avec peur dans les yeux. Les autres paniquent, incertains si l'homme est mort. Shin remarque leur stupidité, sachant que l'ouverture de la porte a été le déclencheur pour que le domaine commence. L'homme finit par reprendre son souffle, tandis que les autres vérifient son état. Shin regarde dehors et confirme qu'ils ne peuvent pas quitter l'immeuble. Ici, la survie dépendra de la sécurisation des provisions comme priorité absolue. Le premier type de domaine spécial est l'exploration, où la zone est vaste et la survie dépend de l'évasion de la maison sûre. Le second est le type de survie, où le champ d'activité est restreint et tout ce qui compte est de tenir sa position jusqu'à ce qu'un refuge apparaisse. Mais tous les domaines ne rentrent pas parfaitement dans ces catégories, car les plus avancés combinent les deux. Shin note que celui dans lequel il se trouve est un niveau 2. L'objectif est simplement de survivre jusqu'à ce que le refuge se manifeste, ce qui indique que les provisions sont primordiales. Moto applaudit et rassemble tout le monde. Il leur rappelle qu'ils sont piégés ici, probablement juste les 10 d'entre eux. Un autre homme est d'accord, soulignant qu'après les nouvelles, la plupart des gens auraient de toute façon évacué. Les autres réalisent qu'il n'y a pas de service téléphonique et aucun moyen d'appeler à l'aide. L'un souligne que le problème principal est la nourriture depuis que la tempête de neige a frappé sans prévenir. Les deux filles soutiennent qu'elles devraient plutôt se concentrer sur le fait de rester au chaud. La pièce commence à se remplir de disputes, certains insistant sur la survie, tandis que d'autres insistent sur la nécessité de trouver un moyen de se connecter avec l'extérieur. Moto crie pour rétablir l'ordre, leur rappelant que se disputer entre eux ne fera qu'aggraver les choses. Il dit que l'unité est plus importante que tout et qu'ils doivent rester calmes. Il propose que chacun retourne dans sa chambre et rapporte les provisions qu'il a, tout en offrant de servir de chef temporaire s'ils lui font confiance. Certains acquiescent, déjà prêts à le suivre. Non impressionné, Shin pense à la facilité avec laquelle les gens abandonnent le leadership quand quelqu'un prend les commandes en cas de crise. Moto lui ordonne de rester sur place pendant qu'il récupère des provisions. Shin refuse, choquant Moto. Shin dit que puisqu'il n'est pas résident, il agira seul. Il remarque que sans provision, sa position sera inférieure à celle des autres, et si quelque chose se passe, il sera le premier à être abandonné. Moto avertit de ne pas s'attendre à de l'aide s'il a des ennuis, et Shin répond calmement de faire comme s'il n'existait pas. L'un d'eux revient avec 11 talkies-walkies. Moto approuve, suggérant qu'ils en prennent chacun un. Il explique comment régler les canaux pour simplifier la communication avant d'instruire tout le monde de se dépêcher de rejoindre leur chambre. Il tend ensuite un talkie-walkie à Shin malgré son refus précédent. Il dit à Shin de le prévenir s'il change d'avis. Il se demande pourquoi Moto s'embête à être gentil et il insiste sur le fait qu'il vaut mieux donner l'option à Shin puisqu'ils sont tous piégés ensemble. Ensuite, Amam s'approche de Shin. Elle questionne son choix de refuser l'offre de Moto. Elle insiste, affirmant que refuser le plan signifiait qu'il voulait lui remettre directement les fournitures. Shin lui dit que ce n'est pas ça et lui suggère de se changer avant de geler. Elle décide de lui faire plaisir pour l'instant, lui demandant de l'accompagner. Il ouvre la marche sans hésitation, les pressant de se dépêcher et elle sourit de la transparence des hommes. Ils montent les escaliers, l'air lourd d'humidité et la vue de sang frais étalé le long des murs. Amam murmure que le courant est coupé, se plaignant du froid tandis que son ami suggère que courir pourrait les réchauffer. Il intervient froidement, disant qu'avec un temps pareil, pousser leur corps ne fera que les faire geler plus vite. Ils s'arrêtent finalement devant la chambre d'Amam. Amam demande à Shin de ne pas entrer, promettant de le contacter plus tard. Shin entend les autres rapporter que leur chambre manque de meubles et de nourriture. Il réalise que cela doit être un domaine qui restreint les provisions. Il se demande pourquoi les zombies ne sont pas encore apparus et remarque une autre porte déverrouillée. Dans sa chambre, Amam murmure qu'une fois qu'elle aura changé, elle échangera des provisions pour entrer. Dehors, l'odeur âcre du sang le guide. Il ouvre la porte et aperçoit un énorme zombie. Il se jette immédiatement sur lui. Alors qu'il dérive, il réalise que les zombies se cachent à l'intérieur des chambres. Il voit Amam jeter un coup d'œil par sa porte et se demande si sa chambre n'a pas de zombie. Elle voit le zombie le suivre. Il se tourne vers elle avec des yeux furieux. Amam claque immédiatement la porte. Elle tremble, luttant pour comprendre ce qu'elle vient de voir. Elle raconte à son ami le monstre, et son ami lui fait remarquer que Shin est toujours dehors. Ils se disputent sur leurs options, sachant que s'ils ouvrent la porte, ils pourraient se mourir.